pense qu'il faut voir plus grand dès le jour 1. Ouais. C'est pas grave que si tu veux la sortir... En fait, il faut voir tout le temps la sortie du stade. Puis no shame in the game de faire juste un coup sûr, t'sais. C'est déjà super bon. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Étienne Mérineau, General Partner chez Telegraph Ventures, un nouveau fonds VC qui investit tôt dans les B2B SaaS et puis des AI-centric startups. On parle de sa genèse comme founder avec Heyday et puis du rôle de la chance et du timing dans tout ça, de son deal d'exit avec Hootsuite, donc on rentre dans les termes, le earn-out, la valorisation. On demande si un bon founder fait nécessairement un bon VC. On parle de la thèse un peu plus concrète de Telegraph et puis de comment un VC peut générer du deal flow. Je lui demande ce qui changerait concrètement dans l'écosystème tech québécois. Puis on jase, on jamme un peu sur le rôle de l'ego, de l'humour puis du storytelling dans le succès d'un founder. Ah, puis Étienne nous raconte comment il a bootstrappé son début entrepreneurial en travaillant dans les food courts downtown à Montréal. All right, on passe au show. Let's go! Étienne Mérineau, bienvenue sur Ça se passe. Ouais, merci de m'avoir. Comment ça va? Ça va, écoute, pas mal busy, mais busy is good, comme ils disent. Busy is good, man. Le mouvement, c'est la médecine, man. Ouais, jusqu'à une certaine limite. Faut quand même faire attention à soi un peu, surtout en vieillissant. 100%. En plus, là, tu t'es fait tourner par le chemin de fer avant de venir. Fait que t'étais plus en mouvement. Classique. C'est quoi? Je me disais peut-être que je m'en vais on prend toujours un train de José Lito, mais finalement, je m'en vais, ça se passe. C'est un peu mieux. Étienne, écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. T'es un des dudes qui est arrivé le plus tôt dans mon radar, ça se passe, que j'ai finalement eu le plus tard. Parce que Jean-Gab du Chiffre, qui est un ami commun, m'a dit, faut que tu parles à Étienne. Son histoire est sick. Ce qu'il est en train de builder avec Telegraph, c'est sick. Puis là, on s'est parlé, on a essayé de faire plein d'affaires. Puis toi, t'étais tellement dans ton gros crunch de monter un fonds que ça a été long avant qu'on s'assoie, mais là, on s'assoit. Yes, merci de m'accueillir. C'était pas mal de ma faute, là, ça a pris du temps, là. Aussi, nouvellement père, tu sais, il y avait plein d'affaires qui se passaient. Ouais, mais j'étais un fan en coulisses. Je suis un cheerleader dans TDMs, fait que... Ouais, vraiment, man. Puis c'est bien apprécié. Alright, fait que pour le monde qui t'ont pas connu, peut-être à ton époque, de Heyday, dis-moi juste ton profil aujourd'hui, qui tu rap, genre, qu'on mette un background. Mon profil. Écoute, c'est toujours plus difficile de parler de ça. Je vais te le faire de façon plus succincte, puis tu me feras des follow-on. Ouais, sure, man. Donc, Étienne Mérineau, je me considère comme un fondateur, même si je suis rendu du côté investissement. Là, je serais toujours Hier, j'étais dans un autre pod en anglais, puis il m'a défini comme un founder's founder. J'aimais ça. J'étais comme... Ouh, très cool. I'll steal it. Ben oui, c'est Nectar. Ouais, exact. Puis j'étais comment... Je suis vraiment... un fondateur dans l'âme, mais là, je suis en train de me réinventer côté investisseur. Fait que j'ai fondé une startup qui s'appelait Heyday en intelligence artificielle conversationnelle. C'était l'équivalent de l'ordinateur à disquette versus l'iPhone. Si on regarde, on compare à ChatGPT, là, il y a un gros leap qui s'est fait. Mais on était dans les hobbyistes 1.0. Là, le space existait comme pas vraiment. Ouais. J'ai commencé à travailler là-dedans, à m'intéresser au space en 2016. On a incorporé en 2017. Okay. On a eu la traversée du désert classique. On a bootstrap. On était 4 cofondateurs québécois. Personne ne voulait nous toucher avec une pole de piscine. Là. Puis il a fallu prouver notre modèle. On a cherché des gros logos. On a finalement raisé un peu des miettes de pain pour aller se battre avec un tire-poids. Ouais. On a fait ce qu'on pouvait. Puis 2021, vraiment que la COVID a vraiment accéléré notre space. On était en e-commerce, retail. Fait que la plateforme a évolué. Là, au début, c'était comme un genre de chatbot semi-intelligent, plus marketing. Ensuite, c'est devenu vraiment plus une plateforme d'expérience client en ligne pour tous les touchpoints, website, social, gérer la conversation personnalisée, mais à scale, avec l'automatisation dans Loop. Vous avez exit éventuellement là-dessus. Exact. Puis après ça, fait que ça a été comme une espèce d'histoire. On va creuser un peu plus bipolaire, on creusera plus, mais fait que traversée du désert en malade. On a même une première ronde qui a merdé. On a déchiré une term sheet. Il y a eu bien du drama dans l'histoire. Puis après ça, on a un peu brute forcé notre modèle. Là, puis comme tu dis, 2021, on a pas eu de l'accélération de malade. Là, on est tombé en hyper-growth mode. Finalement, on a été acheté en 2021. Fait que 4 ans après l'incorporation, puis quasiment jour pour jour. Là. Insane. Par Hootsuite à Vancouver. Ouais. Puis le plan, c'était d'aller en bourse. Puis of course, plan to change the plan. C'est finalement Coveo qui a pris le dernier spot.
Sur la TSX à la fin 2021. T'es sérieux? OK. Ouais, en novembre. Ben après ça, c'était bon ou mauvais, là, le stock s'est fait décimer, là, il a rebondi, mais comme tous les stocks, après ça a pris un peu une claque au visage. Puis la fenêtre s'est fermée début 2022. Fait qu'à la place d'exécuter une stratégie quand même assez ambitieuse qui était intéressante ensemble, là, qui était autour du social commerce, là, puis j'ai travaillé à la définir ça. Ça faisait partie un peu du deal. Là. Finalement, à la place d'exécuter une stratégie de croissance, on s'est mis à juste virer du monde pendant un an. Fait que finalement, ça a comme... Fait que c'est toujours les montagnes russes, là, même post-acquisition. Les montagnes russes continuent. Puis après ça, ben, j'ai pris un petit step back, ish, de 2 semaines. Je pensais prendre un an, mais finalement, j'étais allé aider mes chums chez Worklead. Là, il y avait un lab d'innovation, ils shippaient un peu des nouvelles features, nouveaux produits. J'étais allé apprendre un peu, tu sais, j'étais curieux aussi de voir de l'intérieur cette belle machine-là. T'as travaillé avec JR, mettons, à ce moment-là. JR Simon, dans le lab, là, à ce moment-là. Puis, fait que j'ai appris d'autres trucs, là, tu sais, le but, c'était de me remettre dans la machine un peu, rester relevant, mettre ça dans mon pack-sac. Puis après ça, ben, j'ai eu l'opportunité de lancer un fonds. Puis, je me suis dit, j'ai tellement souffert du manque de capital en early stage quand moi, j'essaie de raiser, que je veux redonner à l'écosystème québécois. C'est un fonds 100% Québec de 40 millions à terme. On a levé 34 millions des poussières au premier closing. C'est récent, le closing. Fait que mon nouveau chapitre, il est quasiment comme... Of course, c'est toujours un côté mercantile. Là. Tu fais pas un fonds pour pouvoir faire perdre de l'argent. Tu vas en faire. Mais j'avais besoin que mon prochain chapitre soit plus purpose-driven, plus grand que juste moi-même. Puis je trouve que la plateforme du fonds me donnait une opportunité d'avoir l'impact sur une trentaine d'entrepreneurs, une trentaine d'entreprises. Fait que ça, c'est le nombre de chèques roughly que tu veux cut? Ouais, ben ça va être ça, là, c'est ça le modèle. Là. Okay. C'est du high risk, right? Fait que c'est très haut risque. Fait que tu veux diversifier au max. Ben, explique, Telegraph Ventures. Ouais. Dans le fond, c'est ça le nom du fonds, right? Yes. Puis le closing de ce premier fonds-là, ça, c'est récent, right? Écoute, ça a été closé, annoncé le 25 septembre, excuse-moi. C'est drôle, on pensait closer à Noël dernier. Ça a été un long chemin de croix. Ouais, exact. Puis la thèse du fonds, mettons, roughly? La thèse, écoute, c'est assez généraliste, mais quand même focus. En gros, on investit dans des compagnies modèle B2B, fait que vraiment B2B software. Ouais. Ben, SaaS, là, tu sais. Mais bien entendu, on est en 2025, fait que ça prend une forte composante AI. C'est pas nécessairement pure play AI. Moi, je suis plus intéressé par... faut que ça soit des applications business, le core business, là, au cœur de l'entreprise, où le retour sur investissement est clair. Mais au final, l'AI va venir créer la flywheel produit, tu sais, dans le sens que tu peux pas penser à un produit aujourd'hui en 2025 puis il est pas AI native, là. Ouais. Fait que ça me fait rire parce que AI est dans les decks, ça finit que c'est un peu dilué, mais on veut quand même voir une forte composante AI ou un fort potentiel down the road. Des fois, ça va se matérialiser avec mettons un focus vertical. Fait que, mettons, je sais pas, il y en a plein, là, des plays verticaux, mais c'est sûr, si tu fais un CRM horizontal, ça se peut que HubSpot mange ton pain, là, tu sais, whatever. Mais si tu fais un CRM pour, je sais pas, moi, je dis pas que j'investirais là-dedans, mais les entreprises de nettoyage à la maison, genre. Ben là, soudainement, t'as moins de compétition, puis étant donné que t'as de la data propriétaire, tu sais, de la donnée propriétaire qui rentre grâce à ça, ben là, ton AI devient plus propriétaire, tu sais. Versus, c'était juste un wrapper de ChatGPT. 100%. Ouais, j'ai écrit beaucoup sur l'infolette sur le play de Vertical AI puis Vertical SaaS. Je pense que c'est intéressant. T'as dit genre, mettons, CRM horizontal, ça se peut que HubSpot mange ton lunch. T'as-tu vu un peu ce que Attio font? Moi, j'ai dit Attio, ouais, exact. Mais c'est... Les autres, c'est comme AI native, basically. Je pense qu'il y a toujours la version AI native de quelque chose qui peut venir disrupt le legacy. Ouais. Ceci dit, ça demeure faut vraiment que tu aies une vélocité incroyable, une croissance incroyable si tu vas là-dedans, parce que c'est sûr que le gros joueur aussi, il est en train de travailler sur des trucs AI native. Ceci dit, il est pas AI native. Fait que c'est un peu comme un layer d'AI par-dessus un monolithe. Ouais. L'avantage de la nouvelle startup, c'est de dire, OK, ben nous, on n'a pas de monolithe in the first place. Fait que commençons AI native first. Mais ça veut dire que ça, faut que tu sois under the radar puis que tu bouges vite. Souvent, le focus, j'aime beaucoup le focus d'un beachhead vertical au début parce que ça te permet d'exécuter à peu de frais rapidement. T'sais. Vraiment. Gaia, c'est un super bel exemple de Vertical SaaS. Ouais, ben exact. C'est une plateforme, c'est quasiment comme un OS, là, rendu là, je sais pas. Ouais, c'est huge. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de... Bon, on n'avait pas encore closé notre fonds à ce moment-là, fait que c'était pas... ça n'a pas été une opportunité, mais quand, tu sais, au final, quand on zoom out pour regarder les 30 investissements, de façon générale, il faut que ça va être des applications de core business qui ont vraiment un gros impact dans l'entreprise. Parce que on est vraiment à l'ère du... Le monde ne veut plus 46 tools. Oui.
ils veulent à la limite trouver le copilote ou quelques copilotes qui vont les aider à scaler puis automatiser des bouts de la business puis à augmenter l'équipe humaine en place. Ouais. Mais ils veulent pas de 200 tools. Fait que si t'es pas core business, par défaut, tu deviens un peu un satellite ou un genre de tu faut que tu sois le gâteau, pas juste le crémage. Là. Ouais. Non, ouais. Est-ce que c'est plus un focus? T'es où dans le journey des founders que tu veux financer? C'est-tu pre-seed? Très seed? tôt. On est Okay. plus pre-seed. OK. Tu sais, nous, on essaie d'être le premier chèque. OK? Fait que tu vas voir beaucoup à Montréal, au Québec, les VC vont commencer à s'intéresser à toi à minimalement 500 000 DAR, okay, de revenus annuels récurrents. Nous autres, on investit en général, en fait, notre playbook, c'est entre 0 puis 1, là. C'est vraiment 0 to 1, mais fait que 0 à 1 million DAR. Ouais. Mais honnêtement, notre average, notre chèque moyen va être probablement avant 500 000 DAR, là. OK. Parce qu'on cherche des valorisations quand même plus dans, single digit, là. Vraiment très, très pré-amorçage. Donc, en général, il y a une belle équipe de founders, il y a une preuve de concept, il y a un produit, là, un produit V1, il commence à avoir un petit peu de traction. Ouais. Ou du moins, le persona puis le space est un peu clarifié. Mm-hmm. Mais là, on arrive avec du cash pour exécuter. OK. Puis ça se peut que tu te trompes, là, tu sais. Je veux dire, après ça, c'est là que moi, je suis plus un gars de go-to-market, fait d'aider à rapidement, de façon intentionnelle, attaquer le marché puis éliminer des hypothèses pour se concentrer sur la bonne rapidement. Ce que tu vois souvent en pre-seed, c'est que la première ronde, surtout c'est des cofondateurs techniques qui sont pas nécessairement des gens de go-to-market. Ils vont pratiquement tout brûler la première ronde en soul searching, tu sais. Ils vont brûler la première ronde. Ouais. Puis là, en seed, là, ils cristallisent un petit peu un persona puis peut-être un product market fit. Moi, j'essaie d'être un peu comme un co-founder avec du capital. OK. Puis d'essayer d'accélérer d'une ronde cette affaire-là. Comme on trouve le product market fit à la fin du pre-seed et non à la fin du seed, là, tu sais. Ouais, makes sense. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de l'attaquer comme ça au Québec parce qu'il n'y a pas une tonne de capital non plus en pré-amorçage. T'as pas plusieurs strikes au bâton. T'sais, aux États-Unis, c'est une grosse équipe, puis PhD sur l'équipe, t'as peut-être 3-4 ans à figure it out. T'sais. Ouais. Au Québec, faut que tu figure it out en 18 mois, sinon t'es un peu cuit. Là. J'aime ça. Ouais, en tout cas, bref. C'est très cool. Bon, ça me donne un bon lay of the land pour Telegraph Ventures. Par contre, j'ai le goût de double-cliquer sur d'autres trucs dans ta carrière. Puis, parlant de double-cliquer, j'ai scrollé sur ton profil LinkedIn parce que t'as accompli plein de trucs. T'étais épuisé, j'imagine. J'ai une tendinite à l'index. Non, mais blague à part, c'était insane. Là. Je voyais tout ce que t'avais accompli, les prix que t'as gagné, puis tout. Puis t'as comme, on en parlait offline, mais t'es quand même jeune, puis t'es à ta basically 3e carrière, right? T'as vécu dans différents domaines. Entre autres, un domaine pré-tech, right? Je vais appeler genre marketing pub, genre. Je suis en agence de publicité, ouais. Ouais, bon. Y a-tu un skill set, mettons, quelque chose que t'as appris là-dedans que quand t'as transféré en tech avec Heyday, puis maintenant comme VC, que c'est devenu un superpower, ce skill-là, mettons? Ben, c'est drôle parce que quand je suis arrivé en tech, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je savais pas coder. D'ailleurs, je sais toujours pas coder. Je sais tout faire dans une business, sauf ça. Ouais. Mais il se trouve qu'au début, justement, j'étais un peu complexé de ça. Finalement, j'ai réalisé que c'était mon super pouvoir. Ouais. Je te disais que il y a 2 constantes dans ma carrière, qui est un peu le fil d'Ariane de ma carrière. Hein. Même si je suis passé d'agence de pub à entrepreneur tech à maintenant investisseur. Ouais. C'est le storytelling. 100%. Puis je suis un gars d'idées. Ouais. J'ai toujours aimé les nouvelles idées. Il se trouve qu'avant, j'étais un peu né en pub là, à parté, mais je suis un peu né en pub. Fait que j'ai commencé à travailler là-dedans très jeune. Là, mon père était là-dedans. C'est lui qui a fait moi j'aime McDonald's, le G''N. C'était un gars de signature, là, de slogan. Ça. Wow. C'est un bon créatif québécois. Dans les belles années un peu Mad Men du Québec, là, Cossette était une start-up. Ça. Oui. Wow. Fait qu'au début, mon père travaillait tout le temps. Là, fait que j'étais sur des plateaux de tournage à 5 ans. C'est donc dope. Ouais, fait que j'ai grandi là-dedans. Fait que, naturellement, j'ai comme commencé à... Puis j'avais un talent pour l'écriture aussi. Fait que j'ai commencé... est-ce que c'était inné ou ta casquette, par osmose? Pour écriture. Peut-être, ou pour Étienne, ou pour le nom de ma fille, Éléonore, mais il y a plusieurs raisons. Mais ça va être pour écriture aujourd'hui. Mais ça, bref, fait que j'ai organiquement, tu sais, je suis tombé là-dedans. Ben oui. Puis ensuite, j'ai quand même cartonné un peu en pub, mais je suis passé un peu d'une réalisation où je me suis dit, ouais, j'ai l'impression que je fais de l'éphémère, tu sais.
Huh. Et pour éphémère, je vais continuer à te plugger des mots en et. Fait que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus excitant. Il n'y a pas d'accent aigu, mais non, mais je me disais, la tech, je la trouvais effervescente. Là, je vais arrêter avec mes E. Tu m'énerves, c'est bon. Fait que je me dis, l'avenir est en tech, puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, ma créativité, je voulais pas juste une créativité commerciale, si on veut, de vendre de la botte à dents ou des sneakers. Ouais. Je voulais être plus dans une créativité, je vais dire business, d'affaires, ou de travailler sur des idées de longue haleine et non comme chanter. Être une usine à idées, travailler sur une idée, me commettre, puis avoir 1 million de petites idées à travers ça pour que la grande idée émerge, puis un peu comme une compagnie, tu sais, bâtir une compagnie. C'est ce qui m'a amené tranquillement pas vite à me réinventer un peu, parce que je savais pas trop, j'étais juste comme un carré dans un cercle, tu sais, dans le sens que je vivais beaucoup de frustration en pub, mais ça m'a pris du temps à réaliser que il fallait que je change d'industrie pour vraiment me découvrir. Puis j'ai fait je réponds en guillemets entre les lignes à ta question, mais là je prends un aparté, mais j'ai fait un bootcamp, j'ai eu la chance de faire un bootcamp d'entrepreneuriat au MIT. Ouais, OK. Puis ça, c'est comme, mettons, dans ma vie, c'est genre Jésus-Christ, là, tu sais, il y a avant puis après, là. Ah! Il est comme catché, j'étais qui là-bas, tu sais. OK, ben dis-moi, amène-moi... À 25 ans, 26 ans. Un an après, j'ai quitté la pub, puis j'ai lancé Heyday, là. Tu sais, Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit, Étienne, il me semble que tu devrais essayer ça, ou c'est toi qui étais comme, il me semble qu'il faut que je trouve une manière de me saucer les orteils dans la tech. Ah, ça, j'ai découvert ça. Comment t'as découvert le bootcamp? Ben, c'était encore là, tu sais, la vie est faite de belles, il y a de la petite magie aussi, des fois, mais quand tu te poses des bonnes questions, à un moment donné, les réponses viennent à toi, là. Puis. Le secret. Ouais, ben, c'est un peu, écoute, on va réécrire le secret. Je quote le secret aujourd'hui. Qui l'eût cru? Le DVD de ma mère à 9 ans aurait eu un tel impact dans ma vie. Mais blague à part, j'ai toujours été intéressé par la tech, tu sais, je veux dire, puis j'ai étudié, même si j'ai grandi en pub, j'étais allé faire un bac complémentaire j'ai étudié en business, dans le fond, quand même, là. Tu sais, j'ai fait un bac en business marketing, mineur entrepreneuriat. OK. Bon, tu peux pas t'en apprendre l'entrepreneuriat, c'est banc d'école, mais ça peut quand même te donner un peu la piqûre de dire, OK, business plan, machin. Puis dans tu sais, je travaillais en enragé en pub, là. Ben, j'ai toujours travaillé un peu en enragé, mais, tu sais, mettons 80 heures semaine, tu sais, t'es tout le temps à l'agence. Puis à un moment donné, un soir, un peu tanné des 40 là, je me prends un break, puis je me dis, là, je raccourcis un peu l'histoire, là, parce que t'as pas 15 heures, là, mais, de pod, mais en gros, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui me faisait triper, tu sais, à l'école, mettons? OK. Puis mes cours d'entrepreneuriat, c'était ça. OK. J'avais trippé sur ces cours-là, tu sais. Fait que là, j'étais allé en ligne, j'avais vu ça, fouille-moi comment, mais à l'époque, Harvard puis MIT avaient mis 80 millions dans une plateforme en ligne qui s'appelle edX.org. Puis ça commençait à émerger. Puis le concept, c'était de démocratiser l'enseignement Ivy League. Fait que d'ouvrir ce qu'ils appellent des MOOC, là, des Massive Online Courses, je sais pas trop. Open Online Courses. Puis il y avait un cours en Discipline Entrepreneurship, je pense, ou Entrepreneurship 101 MIT. OK. Gratis. Fait que là, moi, je m'inscris. Fait que là, le soir, le week-end, tu sais, j'ai pas d'enfant à ce moment-là, j'ai 25 ans, puis j'ai toutes les questions à me poser, puis le temps de me les poser 15 fois. C'est le bon moment pour investir dans, tu sais, si on a un auditoire un peu plus jeune, là, c'est le bon moment d'investir dans ta carrière à cet âge-là, t'as le temps. C'est bon ça. Fait que j'ai fait le bootcamp, pas le bootcamp, en fait, j'ai fait le cours en ligne. On était comme 55 000 personnes à travers le monde à faire le cours en ligne. Le MOOC. Le MOOC. Puis là, je fais ça, puis bon, au final, j'ai une bonne note, whatever. Puis là, j'ai reçu un courriel du MIT qui disait, on a vraiment aimé, en tout cas, t'as eu des bonnes notes, je sais pas trop, là, je pense que c'était sûrement un email automatisé, mais on organise un bootcamp pour poursuivre l'expérience, mais dans le monde réel, tu sais. Un peu une forme d'upsell. Exact. Puis là, mais c'était quand même très contingenté, on était 55 000. Là. Fait que là, c'était comme, il fallait faire un pitch, dans le fond, un starter pitch. OK. Puis là, il fallait que tu sois sélectionné, tout ça. Fait que, en tout cas, au final, j'ai été sélectionné, on était 47 personnes de 22 pays. Puis là, là-bas, tu vis... Wow. Ils ont développé une méthodologie, là, tu sais, la MIT, c'est quand même assez fort en entrepreneuriat, là. Si tu mets tous les entrepreneurs issus du MIT ensemble, c'était un pays, ce serait le 11e, je pense, PIB au monde. Oh. Fait que c'est quand même, tu sais, il y a une couple de gros founders qui sont sortis de là, puis ils ont essayé de distiller un peu la méthodologie pour te rendre là, même si encore là, ça s'enseigne à moitié, l'entrepreneuriat. Fait qu'en tout cas, long story short, très, très longue histoire, mais non, c'est good. On a fait une simulation un peu, tu sais, c'était tout le journey d'entrepreneur, là, de A à Z, puis au bout du bootcamp, tu pitches devant un panel d'investisseurs au MIT Media Lab, tu sais.
OK. Bien entendu, tu sais, il y avait plein de trous dans tous les business, là. On faisait ça 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, là, tu sais. Puis on était tous morts, là, rendus au pitch, là. Mais le journey, les émotions, les chicanes d'équipe, tu sais, tu dors pas, t'es avec du monde que tu connais pas, qui viennent de d'autres cultures, là. Il y avait des équipes qui sont devenues vraiment toxiques, là. mais t'avais les aléas un peu. Ce qui était bon de ce programme-là, c'est que tu vivais en condensé un petit peu c'est quoi le startup journey, tu sais. Un échantillon. C'est un échantillon. Puis moi, il y a du monde, ça aurait pu turn off total. Moi, ça m'a comme hook. Je suis comme devenu drogué right there and then, tu sais. Okay. Puis quand je suis revenu, c'était le compte à rebours, puis j'avais un contrat de fidélité, en tout cas une autre histoire un peu entrepreneuriale, mais j'ai réussi à vendre le prix du bootcamp à mon agence, même si c'était zéro relié à ce que je faisais en agence, en échange d'un contrat de fidélité d'1 an. J'avais pas une scène pour aller là, fait que en tout cas. Okay, smart. Fait que après un an, j'ai quitté, puis fun fact pour revenir à nos moutons, mais les gens qui m'ont payé le bootcamp à l'époque sont investisseurs dans mon fonds aujourd'hui. Les associés de l'agence de l'époque. Ouais. C'est vraiment wholesome. C'est fou, c'est full circle. La vie elle est souvent comme ça. C'est super cool ça. Je trouve ça smart aussi de dire, tu sais, il y a des skills, il y a quelque chose, un network, peut-être que je vais aller pogner là, qui va peut-être me bénéficier ici, puis je vais vous en faire bénéficier pendant 1 an. Tu sais, c'est un petit exemple de la créativité entrepreneuriale dont c'est tu ça, parlais. exact. Ben, c'est de trouver des solutions. Ceci dit, j'ai zéro répondu à ta question. J'ai dit que le storytelling, finalement, je me suis écarté dans mon histoire. Fait que je sais pas si le storytelling est finalement un skill. Ben, moi, je pense que oui, parce que je suis captivé. C'est vraiment le storytelling qui est le fil d'Ariane. Mais tu sais, pour finir la réponse à ta question, storytelling, bien entendu, en agence, quand tu vends tu fais de la pub. Campagne, ouais. Mais après ça, quand tu lèves du financement, quand tu vas recruter des gens, quand tu fais tes premières ventes, tu vends une vision inachevée. Je veux dire, tu vends la pire version de ton produit qui a été designé dans un toaster, là. Tu sais, j'exagère, mais ça ressemble à ça, là. Fait que ça prend du gros storytelling, du charisme, puis aussi de la confiance que tu bâtis, du relationnel pour pouvoir avancer. Puis après ça, en VC, c'est la même affaire. Je veux dire, j'ai levé de l'argent, c'est que tu vends encore là une thèse, c'est du storytelling à grande échelle à des investisseurs. Le storytelling t'amène à bâtir de la confiance puis à ultimement amener des chèques. Mais je pense que c'est une chose qu'on partage, ça. On en avait parlé brièvement puis je t'avais écouté sur un autre pod, je me rappelle plus lequel, parler de stories, puis que je pense que la matière brute avec laquelle nos économies, nos civilisations se construisent, c'est des histoires, tu sais. Fait que quand t'es capable de weave ça puis d'utiliser cette matière première-là, tu as du pouvoir et du levier, je pense, sur le vrai monde. Ben, c'est l'émotion. Les gens pensent que les acheteurs de SaaS sont 100% rationnels. Ils sont beaucoup plus émotionnels qu'on pense quand ils achètent. Quand j'ai vendu ma compagnie, c'est en tout cas, je peux tomber dans plein de rabbit holes aujourd'hui, mais c'était un bout j'ai framé un peu comme les synergies avec un peu une petite histoire, là, du moins un soundbite là, qui est devenu un peu le point d'ancrage de la stratégie de 1 + 1 = 10 ensemble. OK. C'est tout le temps une tagline ou une courte histoire qui fait bouger c'est ton background en plus. Crée assez d'émotions que tout le rationnel, ça veut pas dire que les gens deviennent complètement irrationnels, mais c'est que tu vas trouver des arguments rationnels pour justifier ton émotion après coup. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On la post-rationalise, puis après ça, on a besoin, on a fait une décision rationnelle. Ouais. De toute façon, on fait tout le temps ça. Ouais, mais même comme les gens les plus diligents, tu sais, je veux dire, techniquement que c'est leur job, là, même des banquiers d'affaires ou des VP corporate development. On va utiliser le soundbite comme carotte vers laquelle se rendre. Ouais. Parce que là, je veux qu'on creuse dans Heyday un petit peu, parce que ça m'intéresse beaucoup. Là, t'es quand même un genou crinqué, un peu comme drogué au monde de startup, puis tu dis, fuck it, je vais être founder. C'est-tu toi qui arrives avec une idée? Sont où tes pairs tech, right? Parce que tu disais que t'étais pas nécessairement le coding mastermind. Fait que comment ça commence, genre? C'est tout des longues histoires, mais attachez-vous. Non, mais tu sais, le film fait toujours plus de sens quand tu joues à l'envers. Right? Exact. Mais dans le moment, il y a beaucoup d'incertitudes, puis de scrappiness, puis de appelle ça le messy middle, mais des fois le messy middle il est long là. Fait que c'est juste de survivre une autre journée, puis à un moment donné, tu finis par trouver tes réponses. Moi, ça m'a pris un gros 18 mois à trouver mes cofondateurs techniques. Moi, j'ai commencé à jouer dans le space des chatbots en 2016, comme au tout début, là, en avril 2016, quand Facebook Messenger a ouvert son API. OK, wow. Puis il y avait un groupe de 300
chatbotteux, genre crinqué, online sur Facebook, là, du monde de n'importe où, là, Croatie, Bulgarie, moi à Montréal. Hein? Puis là, il y a eu un meet-up à New York, OK? Parce qu'il y avait rien, au Québec, il y avait rien, là. Personne m'en parlait. Fait que j'ai pris mon char, je me suis perdu en plus, là, dans le tunnel d'Hoboken, là, parce que je me perds tout le temps. Fait que ça a pris 9 heures à arriver à New York. J'ai failli me manquer la conférence, mais je suis arrivé juste à temps pour le meet-up chatbot dans le contexte, dans le cadre de Internet Week à l'époque. Anyways. Puis là, j'arrive là, puis je vais être un imbécile heureux, mais la bonne nouvelle, c'est que j'étais à New York. Fait qu'il y a même que je m'humilie. Je veux dire, personne me connaît. Ouais. Je reprends mon char, puis je retourne à Montréal, là. C'est drôle, j'ai croisé un gars de Québec que tu connais peut-être, Philippe Dion, en tout cas, bref. Ben oui, je connais bien Phil. C'est drôle que je shout-out Philippe Dion aujourd'hui. Oui. Je m'attendais pas à ça, puis il s'y attendait peut-être pas. Fait que j'étais pas le seul Québécois, finalement, mais. Très cool. Fait que je m'en vais là, puis je me dis, OK, comment je me rends pertinent? Moi, j'étais un copywriter à la base, fait que je me suis brandé designer conversationnel. Ouais. Puis là, c'était comme nouveau à l'époque, là. Ouais. Déjà, c'est drôle comment la technologie va vite, là. Maintenant, t'es rendu prompt engineer, mais le designer conversationnel a eu une carrière de 7 ans, peut-être. Puis là, maintenant, il cherche un autre emploi, là. mais que je me suis comme positionné de même, là. C'était comme crédible avec mon background. Puis là, je rencontre un paquet de startups qui avaient levé sur un napkin 1.2, 1.5 millions US, qui commençaient à bisouner des chatbots, OK? Ouais. Des chatbots dans Slack, des chatbots dans, des textos, n'importe quoi, avec Twilio. Plein d'affaires bootstrappées. Puis, je finis par, il y avait une startup. L'idée était quand même cool, peut-être un peu avant son temps, mais c'était comme un genre de copilot office manager dans Slack qui c'était comme un petit pingouin, là, on l'avait personnalisé, là, c'était un petit personnage. Puis tu sais, mettons, je l'avais vécu en agence de pub, mais il y avait l'office manager faisait le tour, il disait, t'as-tu besoin de crayons, de post-it? Ouais. Fait que le rôle du bot, c'était ça, il faisait le tour du bureau pour savoir si t'avais des trucs à acheter. OK. Puis il te remplissait un panier corporatif dans Amazon ou whatever, puis il te le shippait au bureau. Cool. C'était ça la startup. Puis là, ça, c'était comme c'était un hackathon dans Non, c'était comme un meet-up. Et là, je parle à tout le monde. Et là, les geeks les ingénieurs là-bas me font des démos. Mais il y avait à peu près aucune personne créative dans ce domaine-là. Fait que je reviens de là. Ça, c'était une des démos, là. Ouais, c'était comme un meet-up démo, tu sais, okay. hobbyist meet-up, là. Parfait. Puis il y avait du monde qui démoait, tu sais, on jasait, puis là, sur ton téléphone, tu me montres le petit robot, là. OK, nice. Puis là, moi, je suis comme, OK, ben, c'est vraiment nice ta tech, mais elle a aucune personnalité. Est-ce que tu accepterais, parce qu'à l'époque, c'était très scripté, là, tu sais, il y a un peu d'AI, mais c'était plus de l'arborescence avec un petit peu d'NLP, là, tu sais. Ouais. Fait que, en gros, je reviens de là, j'étais allé 24 heures, là, je reviens de New York, j'ai 2 contrats de design concessionnel. Très cool. Puis là, je me mets à bloguer là-dessus online, parce que c'est comme le Far West, il y a rien. Sur Medium. Puis là, next thing you know, je me ramasse que j'ai du inbound. Puis là, je t'accélère encore l'histoire. Pas longtemps après, je me ramasse que j'ai 250 000 pièces de contrat avec genre des grosses marques. Le Bridgestone en France, il y a leur agence en Belgique qui est inbound. Parce que j'ai écrit un article dans VentureBeat. Ah, ça, je suis comme devenu un genre de design conversationnel guru. Mais tu sais, j'étais rien. J'étais une merde. Non, mais j'étais juste dans l'organique. Puis je partageais ce que j'apprenais dans les tranchées. Puis fait que tout ça a fait en sorte que là, j'étais comme, OK, ben j'ai quand même un pseudo-business, mais moi, je me voyais pas comme un vendeur à l'époque. En tout cas, je me suis associé avec un gars qui avait eu un petit exit. OK. Je le nommerai pas parce que c'était un bon gars quand même au final, mais bromance, peut-être tu sais, amical, pire business partner à ce moment-là. Moi pour lui, probablement, tu sais, réciproque, là. C'est vraiment juste un. Puis, ceci dit, tu sais, si jamais il écoute le pod, j'ai rien contre ce gars-là, puis je suis content de l'avoir, tu sais, il faisait partie du journey. Mm-hmm. Mais on n'était pas fait pour faire une business ensemble. Sorry. Fait que je l'ai racheté. Je vais finir par répondre à ta question de comment j'ai rencontré mes cofondateurs, mais et finalement, là, tu sais, je bisounais avec des programmeurs que je trouvais en ligne. Un gars à un moment donné en Bulgarie est parti avec mon cash. J'ai vécu plein d'affaires. J'ai tout fait les erreurs du playbook. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, OK, l'entrepreneuriat est probablement pas fait pour moi, là. Je veux dire. T'étais découragé. Ben, parce que l'affaire, c'est que j'étais comme, la tech, c'est beaucoup moins simple que je pensais. Gérer des devs, je suis pourri là-dedans. Tu sais, j'ai réalisé mes limites, mettons. J'étais bon dans tout le PR puis d'avoir des contrats pis tout ça, mais livrer de la tech, c'était pas mon fort à ce moment-là. Huh. Puis là, je finis que je tombe, tu sais, c'est quoi les odds? Il y a toujours un peu de magie dans le parcours entrepreneurial. Au moment où, justement, tu es au fond du baril, il y a un breakthrough juste après. Je tombe, c'était quoi les odds? Je cherchais un CTO sur 3 anciens programmeurs, très seniors, là, je gérais des équipes de 60 chez Ubisoft. Un peu dans leur crise à quarantaine, quittent les grosses jobs, puis ils partent une start-up. Moi, je les connais pas, là, ni Dev, ni Dadan, excuse. Puis là, on s'introduit, on tombe dans le même coworking space, sur le même îlot, OK?
random, là. OK. On s'introduit, puis là, à ce moment-là, personne fait des chatbots à Montréal ou presque, là. Puis là, les autres sont en train de bisouner un chatbot assistant personnel de finance. Là, je suis comme, tu me niaises, là? Moi, je fais des chatbots plus marketing à ce moment-là. Ouais. Fait que là, il me restait un contrat à livrer, puis c'était l'hécatombe, là. J'avais des problèmes avec tous mes contrats, là. Mais là, celui-là, il était dans mon backyard, là. Tu sais, c'était un prototype pour la SAQ. C'était un robot mixologue qui te recommandait des cocktails, là. C'est cool. Via Cossette. Là, moi, je me disais, si mon aventure entrepreneuriale ne marche pas, faut que je retourne en pub, là. Sinon, j'arrive jamais à manger. Je ne mangerai plus. Je vais être dans la rue. Fait qu'il faut au moins que je livre mon prototype à SAQ. Fait qu'en tout cas, in extremis, il me restait, je pense, 6 000 $, j'avais tout brûlé, ou je m'étais fait voler mon argent, puis j'avais racheté mon partner là-dedans, là, pensez, là. Fait que là, il me reste genre 6 000 $ dans le compte, puis là-dedans, comme il y a $0 qui est dans mes poches, là. Puis je fais le Hail Mary pitch au gars, je dis, gars, je sais que vous êtes en train de faire d'autres choses, mais vous avez pas de vente, puis un début de tech, moi j'ai des ventes, puis je suis un peu dans la merde. Ouais. Acceptez-vous, puis je me sens quasiment insultant de vous pitcher ça, mais de prendre, tu sais, mon 6 000 $ puis de tester votre tech sur le robot de la SAQ, parce qu'il faut vraiment que je le livre, là, tu sais, je suis vraiment dans la merde. Make sense? Puis ça a été la vraie naissance de Heyday. Te rappelles-tu le nom du coworking, c'était où? Ben, c'était même pas un vrai coworking, c'est ça l'histoire. Okay. C'est chez Logian, un de mes chums, chez Logian, Vincent Gottschall, je pense qu'il y en a un qui est, en tout cas, qui a racheté Logian. Moi, je travaillais dans les food courts au centre-ville, puis je disais au monde, dans les agences, que j'avais un bureau au centre-ville. J'étais pas loin. Tu sais, comme dès que j'hameçonnais quelqu'un pour un meeting, j'étais, j'arrive dans 15 minutes. Ou dans 10 minutes, j'étais à pied. J'étais au Starbucks, Peel, Sainte-Catherine, Stanley, Sainte-Catherine. Ou au food court du Centre-Eaton. Tu sais, comme moi, Wi-Fi, bouffe pas trop cher, là. J'étais comme, let's go. Puis, à un moment donné, un de mes amis, Vincent, de Logian, il me croise, le Starbucks c'est à côté de son bureau, il me croise, il dit, qu'est-ce que c'est là, tu sais? Je dis, je te bullshitterai pas, là, t'es mon chum, là. Il dit, ben, j'étais un peu comme un entrepreneur itinérant, là. Fait que là, il dit, arrête de niaiser. Il dit, j'ai des îlots, tu sais, comme vides dans mon bureau, viens t'asseoir. Ouais. Puis le VP de Vincent a fait la même chose avec mes futurs co-founders. Hey dude, l'espèce de serendipity, c'est malade. de timing, c'est nuts, là. Mais il faut juste, tu sais, la leçon de toute cette espèce de parcours non linéaire et chaotique et clownesque, c'est just keep your feet moving, tu sais. Ouais. Puis reste dans l'eau. Moi, je suis un Gallagher de l'entrepreneuriat, là. Je vais devant le net, puis à un moment donné, la rondelle, elle me frappe, puis elle rentre dans le net. C'est pour ça que je comprends rien d'autre. Je n'ai pas la référence. C'est pas le hockey. Okay, non. Ben, qu'est-ce que t'aimes comme sport? Ah, d'autres, j'aime t'aimes pas le skate? Ouais, ok. Je vois un skate, ouais. Mais regarde, il y a quand même plusieurs mondes qui écoutent le CH, je pense. Ben oui. C'est à un moment donné, c'est va juste jouer dans le trafic. Puis plus que tu joues dans le trafic, plus que tu augmentes tes chances d'être chanceux. Ben, la métaphore qui résonne beaucoup pour moi, qui est similaire à ce que tu es en train de dire, c'est reste dans l'eau, stay in the water pour les surfeurs. Genre, exact. À un moment donné, tu vas empoigner une belle vague opportunité, mais si t'es pas dans l'eau, vraiment ça. Genre, vraiment ça. Julien Smith en avait parlé sur notre pod. Mais ça peut être long, la vague, tu sais, dans le sens que il faut que tu manges, faut que tu acceptes de manger une coupe de vague en pleine face avant pour être prêt à surfer la vague quand elle passe, t'sais. Alright, folks, petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Fait que là, la genèse de comment Étienne puis les 3 co-founders de Heyday se rencontrent, on l'a. Quel produit concrètement vous avez décidé de construire avec Heyday puis pourquoi? Bon, fait que l'insight de base qui venait de mes années en pub, tu sais, moi je faisais de la pub qui était essentiellement du one size fits all, là. On faisait une campagne de pub en ligne puis là tu fais un budget média puis tu spammes le plus grand nombre d'êtres humains possible, right? Qui a le goût d'écouter une vidéo sur YouTube disant not so fast, une pub de Crayola ou de Crest à te partager. Fait que j'espère être assez créatif pour gagner 5 secondes de ton attention. Ça, c'est un peu le modèle traditionnel, là, comme, tu sais, one message to roll them all. Ouais. Puis je me disais, le plus bel insight, un des plus beaux insights de ma vie, c'était probablement ça, au final, là. Ça prend un insight en tech. Je pense que la tech va évoluer, puis le produit va évoluer, mais que la vérité consommateur est vraie aujourd'hui, elle va être vraie dans 5 ans, elle va être vraie dans 10 ans, elle va être vraie dans 20 ans. 100%. Puis l'insight que j'avais, je disais, puis il venait juste de notre génération, là, c'est la nouvelle interface de communication au quotidien, c'est les messages textes, puis les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, ça semble comme une évidence, là. Ouais. Mais retourner j'étais en 2016, là, tu sais, où c'était plus que, OK, les millennials sont différents, là, tu sais, on était des objets de curiosité, là. Là, aujourd'hui, on est des mononcles, là. Mais
c'était un peu ça, right? Fait que moi, je me dis, OK, c'est sûr que c'est l'avenir de la relation client. Ouais. C'est sûr que c'est l'avenir du marketing. OK. Mais après ça, comment tu fais pour faire ça at scale, à grande échelle, à travers tous les points de contact en ligne, sans, je veux dire, engager une armée d'agents de service à clientèle, mais ça te prend de l'automatisation. Ouais. Et les chatbots permettaient à ce moment-là, même si c'était c'était des arborescences, c'était quand même prescripté majoritairement, là. Ça te permettait quand même de faire un genre de flow conversationnel personnalisé, quand même un petit peu personnalisé. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, ultra personnalisé parce que c'est généraliste puis tu peux jaser de tout et de rien. Mais l'insight, c'était que chat is a new interface. J'ai fait une conférence en 2016 qui disait ça. Ouais. Puis aujourd'hui, on pourrait dire, tu sais, aujourd'hui, tu pourrais faire une autre conférence puis dire chat is a new interface puis tout le monde serait comme, ouais. Non, mais fait, le plus possible, c'est de trouver cette espèce de vérité consommateur-là de où est-ce que la rondelle s'en va, là. Excuse-moi pour le hockey, mais. Non, continue. Où est-ce que le ballon s'en va, puis faut quasiment que tu sois 3 à 5 ans trop tôt pour que quand c'est ready for prime time, côté consommateur, ou dans mon autre cas comme client, là, les brands, ta tech est rendue prête puis mature pour ça, tu sais. Mm. Mais tu sais, encore là, c'est toujours plus facile à dire en jouant le film à l'envers, right? Exact. Non, mais je me rappelle un peu à cette époque-là, dude. Moi, j'étais probablement au marketing chez Snipcard, puis le commerce conversationnel, le design d'interface conversationnelle, les agents, tu sais, c'est tous des mots qui, ça bouillait, là, tu sais, dans notre industrie, puis toi, t'as capitalisé, je pense, là-dessus au bon moment. J'étais pas mal au tout début de ça. Ouais. Puis la beauté de ça, c'est qu'étant donné que c'était comme un peu un white space, c'était facile d'avoir du PR, tu sais, je me suis ramassé. OK, ouais. J'étais zéro un expert en AI, là, à ce moment-là, tu sais, mais je me suis ramassé dans le Washington Post à être cité, tu sais, c'était comme, j'étais monsieur PR, là, tu sais. Puis après ça m'amenait des leads, puis nous, on visait plus, je connaissais les grandes brands, tu sais, on parlait de storytelling, j'ai gardé les agences, mais j'ai aussi gardé la capacité à vendre des concepts à des grandes marques, là, puis à des VP. Ce qui est excellent. Fait que nous, on était beaucoup mid-market enterprise, dans notre modèle. Fait que ça prenait du PR aussi qui faisait qu'on avait l'air sérieux. Un de mes mantras en marketing chez Heyday, c'est que je voulais toujours qu'on ait l'air 10 fois plus gros qu'on l'était réellement. Quand on est 20, je veux que t'aies l'impression qu'on est 200. Tu m'avais dit ça dans un call, puis ça m'avait marqué parce que je trouve que c'est la puissance de la projection puis de l'histoire, tu sais, que tu projettes. Là, c'est que chaque point de contact fait partie de ton histoire. C'est soit additif ou c'est soit que ça ajoute à ton histoire ou ça soustrait à ta crédibilité. Puis il y a plein de ces points de contact là que tu contrôles à moitié, tu sais, dans le sens que aujourd'hui, je pense l'acheteur de SaaS moyen, c'est quoi, 95% de sa décision est faite avant même de te parler. Donc tout, t'es dans une business de contenu, tout le contenu, toute ta brand que tu bâtis en amont, tu sais pas quel bout ils vont quel touchpoint dans quel ordre. Mais il faut que tous les touchpoints soient le plus possible cohérents et qui créent de la confiance et de la crédibilité et non l'inverse. Ou du moins, il faut pas qu'ils créent de doute. Tu sais, si c'est neutre, faut pas qu'ils créent de doute. Ouais. Mais tu m'avais dit même que, tu sais, ta brand, tu la faisais briller à travers des touchpoints, genre un contrat ou genre un deck ou genre, tu sais, t'étais assez obsédé par genre, tout doit filer d'une certaine manière chez Heyday, pas juste la pub que tu payes ou le blog post. Ça dépend. Mais je pense c'est un insight qui est quand même, qui peut s'appliquer à tout. Encore plus vrai si ton persona il est plus de niveau entreprise, tu sais. Tu sais, nous, à l'année 3 ou 4, on a closé un deal mondial avec Lacoste dans 20 pays, là. On close pas ça si on n'a pas l'air d'être une brand, nous autres aussi. Ouais. Tu sais, tu vends une lifestyle brand, puis même des fois, mes investisseurs, ils comprenaient rien. Tu sais, c'est des ingénieurs, mes investisseurs, à la base, il n'y a pas de profil du moins créatif ou brand dans mes investisseurs. Puis, à un moment donné, comme l'année 2 ou l'année 3, là, l'année 2, je fais un gros rebrand, gros website. Là, à ce moment-là, on voulait aller comme tout le monde, dans Shopify. Ouais. Fait que là, j'avais fait une espèce de brand un peu Skittles, là, tu sais, comme Rainbow, très millennial, in your face. Les investisseurs voulaient se tuer, là. Il y avait du rose ils comprenaient rien, parce que lui, il était comme, pourquoi t'as mis autant de temps puis d'argent là-dedans? Ouais. Finalement, it grew on them, là. J'ai aussi, on a monté la brand un petit peu plus enterprise, puis je l'ai adouci un peu avec le temps, mais, fait que c'est de l'essai-erreur. Mais ce que je veux dire, c'est, tu peux pas sous-investir dans ta brand. Ça veut pas dire de mettre des milliers ou des millions de dollars là-dedans. C'est plus, si t'as pas l'argent, mais investis le temps. Ouais. Mais moi, j'ai engagé, c'est un peu la déformation professionnelle de la pub, mais qui m'a aidé. Tu sais, nous, on avait des designers, puis on pensait à la brand bien avant que la majorité des startups pensent à ça, tu sais. Ouais. Mais ça nous a servi ça a l'air
intangible au début, puis l'air quasiment comme une perte de temps, ça devient very real et tangible au final. Puis c'est vrai à toutes les étapes, même en M&A, tu sais. Ouais. Il y avait plusieurs headings, on n'était pas si incroyable. Ouais. On était, moi j'aime dire, on était good, not great. Sans rien enlever. Notre équipe était incroyable. Tu sais, on a bâti une belle équipe, belle culture. Ça enlève rien à l'équipe, mais ça, on est vraiment, faut que tu sois self-aware, là. Ouais. On était un leader régional et vertical at best. C'est bien correct, c'est déjà très bon, déjà meilleur que bien du monde. Ouais. Mais on n'était pas une licorne, on l'a jamais été. Tu le sais quand t'es une licorne, là. Fait après ça, il faut vraiment que tu te packages pour, tu sais, le plus possible te démarquer dans la crowd très compétitive. Puis la brand peut t'aider à faire ça. Puis vous avez levé quel type de série, genre vous avez fait un pre-seed, un seed, une A aussi, je pense. Ben, on a comme fait une pre-seed aujourd'hui on serait une seed là, tu sais, mais on a dû prouver notre modèle parce qu'on avait une term sheet ça me sert à rien de les mettre en dessous de l'autobus en bon franglais aujourd'hui, mais d'un groupe que je nommerais pas qui était un peu radioactif, fait qu'on a fini par la déchirer, rester bootstrap. OK. Puis là, on était allé chercher une couple de logos, dont Decathlon, avant d'avoir raisé. Ouais. Puis là, ces brands-là, plus le revenu qui venait avec, je pense qu'on était rendu à quasiment... On avait beaucoup de revenus de service pour... Tu sais, au début, on n'avait pas le choix d'avoir des revenus de service juste pour payer nos programmeurs, là, rester vivants. Là. Puis moi, je connaissais le service, fait que j'étais capable de vendre ça. Ouais. Mais mettons, en vrai SaaS, au moment où on a levé, on a peut-être 400 000 ARR. OK. Puis il y avait aussi du revenu de service, là, tu sais, qu'on a... Puis commencé à migrer. Puis on a levé des grenailles, on a levé... des grenailles. On a levé une ronde pre-seed, je pense que c'était 1.7 plus la dette, mettons 2 millions rounded. OK. Puis là, ça, avec une valorisation comme un peu insultante, c'est bon, mais c'était ça ou rien à l'époque. Ah ouais. Puis après ça, on s'est vengé sur l'autre ronde d'après, parce qu'on commençait à avoir pas de traction. Fait qu'on a levé, je pense, à 5.5 post-money la première ronde. OK. Avec pas mal de dilution, là, pour 4 co-founders. Ouais. Après ça, on a levé une note convertible en pleine COVID. C'était un peu comme un kit to double, parce que, tu sais, la COVID, en rétrospective, ça nous a accéléré, mais au moins, ça a frappé, c'était pas clair, là. T'sais, on a perdu 30% de nos revenus. J'avais le Cirque du Soleil, David City comme client. C'était quand même des gros clients. Ils ont arrêté de payer. C'était pas, fait qu'à ce moment-là, puis en plus, à ce moment-là, on avait un cash crunch, bien entendu. C'est là que t'as ton runway. Fait que là, c'était comme un kit ou double, qu'il a fallu rentrer dans la gorge un peu aux investisseurs, puis ils ont été bons joueurs d'embarquer. C'était très milestone driven. Je pense qu'il y avait 6 tranches au chèque. Il fallait attendre. C'était comme un rat race de milestone they are. Là. Ça niaisait pas. Ouais, mais en même temps, ça crie que t'es véloce puis t'es accountable. Là. Puis au final, ce qui est arrivé, c'est qu'on les a atteints, le milestone, on a eu nos chèques. Mais surtout, ça a été un moment pivot parce que un an et demi après, on vendait à 60 millions. Là. Fait que tu sais, souvent aux founders, optimise ta dilution, mais pas nécessairement ta valo. Le premier chèque, tu l'oublies, la valo, là. C'est ça. Trouve les bons partenaires, puis gère ta dilution, tu sais. OK. Parce que la valo est malléable d'une série. La valo, à un moment donné, tu sais, tu vas avoir fait. Prouve tes métriques après, puis tu es en contrôle de ta valo. Notre note convertible était à 27 millions pendant Mais la dilution, tu peux pas, c'est fait. Genre, tu peux pas... la dilution, exact. Surtout en équité, c'est 2-20%. Ça va juste d'un bord. C'est ça que j'essaie de dire. Alors que la valo, elle peut aller plus vite de l'autre. Tout à fait. La valo, t'as mets au vidange à la ronde d'après, tu sais. La dilution, t'as raison, est cristallisée. Ouais. C'est vraiment intéressant, ça, dude. Vraiment, vraiment, parce que je pense que ça booste l'ego, le PR, le bruit, un chiffre de valo. Fait que peut-être que le monde va vouloir optimiser pour ça, tu sais. Mais au début, ça vaut rien. Ça vaut quelque chose à joindre que tu vends. Ouais, exact. La seule valo qui est importante, c'est quand tu vends. Ouais, c'est vrai. Puis l'erreur que je vois, puis souvent, elle vient des second-time founders, étrangement, puis elle contamine les first-time founders. C'est de vouloir avoir une grosse valo out of the gate parce que justement, t'es comme, hey, moi, je l'ai déjà fait, c'est pas mon premier rodéo. Le problème, c'est que tu te mets, puis j'ai vu, puis encore là, je n'aimerais aucune compagnie, mais j'ai vu un ami récemment lever une grosse pre-seed, grosse valo, pre-revenue, pre-product, OK? Sur un coin de table, ce qui est quand même rare au Québec. Ouais. Mais tu sais, bel exit, nanana. Puis après ça, ben, la croissance, c'est non linéaire. Trouver ton product market fit, c'est pas tout le temps instantané, là. Fait que là, il y a eu une année un peu so-so. Tu sais, c'est pas comme totalement loser, mais comme pas super impressionnant. Puis son lead investor l'a droppé, là. Et là, il faut qu'il trouve d'autres. Fait que tu t'exposes à faire soit une ronde flat après ou down round. Ton momentum est tué. Fait que moi, je dis souvent, t'es mieux d'être un petit peu un deal. Que ça t'enlève la pression, puis de toute façon, la valeur en 18 mois est resetée. Puis t'as dit, on a dansé autour de l'exit, puis on a mentionné, t'as dit 60 millions, je pense, d'exit quand vous avez vendu à Hootsuite. Est-ce que
toi et les 4 co-founders, est-ce que c'était votre plan de vendre la compagnie day one? Non. Non. Ben, en fait, I mean, c'est sûr que c'est un peu dans le plan si tu lèves du cash, là. C'est soit tu vas public, soit tu vends. Hein? ben, mettons, je vais zoom out de aider juste pour faire comme un statement général. Je pense qu'il est quand même important, là. Vas-y. T'as 3 outcomes réels. Ben, mettons 4, là. Dans une entreprise technologique. Ouais. T'as go bust, dans le sens que t'as échoué, puis zéro, puis tu La mort. La mort. Donc, on va commencer par le mauvais scénario. Puis à l'autre extrême, tu deviens une licorne, tu t'en vas en bourse, puis t'es Lightspeed ou t'es un héros local, mondial, local et mondial. Entre les deux, t'as 2 niveaux de succès qui sont quand même intéressants, puis qui sont non négligeables, mais qui sont à peu près 99,9% des succès. Là. Ouais. C'est soit que tu deviens profitable, puis tu fais une belle business, puis t'es content, puis bravo, chapeau. T'es pas intéressant, exemple, pour des VC, si ton growth est pas super intéressant, mais après ça, il y a des outliers, tu sais, je veux dire, Workleaf, c'est un bon exemple, ils ont bâti ça comme ça, Basecamp, qui est un des, fait qu'il y a une coupe Mailchimp, il y en a plein. Mailchimp, finalement, ils ont acheté, mais tu sais, il y a cet outcome-là on n'en parle pas beaucoup, qui est pas tant glorifié dans les journaux, mais qui est quand même bravo. C'est une vraie business qui est profitable. Puis Snapcard, c'était ça. Tu contrôles ton destin. Puis c'est pas mutuellement exclusif, mais justement, après ça, si t'es pas une licorne, t'as quand même une responsabilité fiduciaire envers ton board, tes investisseurs, toi-même, ton équipe, d'attacher ton wagon de train à un plus gros train, tu sais. Mm-hmm. Puis de maximiser ta fenêtre d'exit quand elle est là. Puis tu sais, nous, 2021, c'était probablement la meilleure fenêtre depuis 1999 dans l'histoire de la tech, là. C'est là aussi que je suis Le problème, par contre, ouais, exact, moi aussi, puis c'est un bon moment pour sortir. Je te dirais que ça faisait pas l'unanimité pantoute. Tu te dis, ben voyons non, 60 millions en 4 ans quand tu me niaises. Au niveau du board, mettons. Ben, au niveau même des cofondateurs. OK, vous avez eu des tensions. Ah ouais, ben tension, tu sais, au final, on est des bons gars puis on est capable de se communiquer, mais on était pas tous une sorte d'accord jour 1. OK. Ce qui arrive, c'est que le gros danger d'une startup, c'est de boire son Kool-Aid, right? Nous autres, tu sais, c'est de dire, OK, on de se trouver plus intelligent qu'on l'est réellement. OK, ouais. Tu sais, souvent, t'es jamais aussi bon que ton succès, t'es jamais aussi mauvais que ton échec. Il y a un peu un contexte macro, OK, dans lequel tu baignes, puis inévitablement, t'es affecté par ça, positivement ou négativement. Puis nous, pendant qu'on faisait 3-4X par année, avec genre un tire-poids en termes de war chest, en termes de munitions, on se battait contre les compagnies qui avaient des missiles, hein, qui avaient comme 100 millions de funding, puis les autres faisaient 6-7X. Quand le vent, il souffle de dos, à moins d'être vraiment mauvais ou mal en point, tout le monde va bien. Ouais. Tout le monde a l'air d'être smart. Ça nous enlève rien. On a su exécuter avec un vent de dos. Ça nous enlève. Il fallait travailler fort, puis on en a bavé une shot, puis on a été très bon quand même dans le contexte. Là. Ça enlève rien à l'équipe, OK? Mais c'est une réalité pareille. Mm-hmm. Moi, j'étais le plus proche, par ma nature de mon rôle, des signaux de marché, OK? Ouais. Parce que j'étais plus à l'extérieur de la business qu'à l'intérieur de la business, dans la nature de mon rôle. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu aies du spatial awareness, que j'appellerais en bon franglais, de bien comprendre ton space, qu'est-ce qui se passe au niveau marché public, au niveau privé, les rondes, la cadence, les types de partners que tu as. Nous, on est dans une position, on aurait levé une série A comme ça, mais on n'aurait pas levé une grosse série A. Fait que ce qui nous guettait, si on ne vendait pas, c'est de lever assez d'argent pour rester en vie. Puis après ça, je te parle même pas d'OpenAI, tu sais, ChatGPT qu'on n'a pas vu venir, que personne n'a vu venir réellement là, à ce moment-là. Fait qu'imagine comment ça aurait reseté la IP, là, puis dilué la valo. Là. Mais mettons que tu oublies ça, OK? On était en position de lever une série A, là. On a des beaux logos, une belle traction. Mais on aurait levé combien? 5? 10? Juste assez pour rester en vie. Puis là, ça aurait été une traversée du désert de 5 à 7 ans dans l'espèce de Valley of Death, post-série A, série B. Encore à se battre à court de munitions, avec plus de dilution. En gros, moi, ma mathématique interne, c'était comme on est déjà trop dilué pour se faire chier un autre 5 à 7 ans à être un leader local, régional, mais à pas avoir les moyens de devenir un leader mondial, puis oublie l'IPO. Là. Tu sais que c'est correct, là, faut juste être honnête, c'est pas ça ton outcome. Fait que ton meilleur outcome, c'est sortir au bon moment, à la bonne valo, puis gérer ta dilution. Puis c'était une évidence qu'en 2021, mon deuxième plus bel insight, si on veut, à la vie, là, c'est que 2021, j'étais OK, l'économie, tu sais, les taux d'intérêt étaient à quasiment zéro. Oui. L'économie est sur le party, là, sur un mix de cocaïne et de stéroïdes, ça va mal finir. Là. Fait que quand le party va finir, les lumières vont s'allumer, ça nous prend un dance partner, là. Puis qui a du cash. Là. Ouais.
Puis on a commencé à avoir aussi du inbound parce que tu sais, il y a rien sans rien. Là, quand je te dis qu'il y a un peu du macro aussi, tu sais, on parlait du surf, à un moment donné, la vague elle se pointe. Ouais. Si tu décides si t'as surf ou non, mais tu sais, Facebook a acheté un de nos compétiteurs un peu plus large, là, plus horizontal que nous, mais elle fait plus on va dire, c'était pas juste de l'AI conversationnel, c'était juste quasiment un CRM avec un peu d'automatisation, mais c'est le customer avec un K. Facebook a acheté Meta aujourd'hui, là, a acheté ce joueur-là pour 1 milliard à la fin 2020, qui est novembre 2020. Gros signal. Puis là, ça a fait une vague de consolidation dans mon space. Puis là, on commençait à avoir du inbound de quelques compagnies. On a eu des lowball offers qu'on a turned down. Mais ça nous a appris. Il y a eu des échecs un peu dans la M&A. Moi, j'étais en charge de ce dossier-là, de l'explorer. Là. Puis la beauté encore là, c'est que certaines conversations qui ont avorté ou qu'on a mal gérées, quand Outsuite est arrivé, en tout cas, j'étais plus sharp, j'ai catché qu'il fallait que je drive le narratif. Tu sais, on parlait de storytelling versus être nonchalant, on n'est pas à vendre puis se la jouer, là. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Ben, toi, ça a fonctionné pour toi pareil. Ouais, mais nous, on voulait pour vrai pas vendre. C'est quoi le snippet ou le tagline là, qu'on a mis comme carotte un peu plus tôt dans notre discussion que t'as donné à Hootsuite pour cristalliser un peu l'histoire de Heyday dans Hootsuite? Écoute, ce qui est flyé, c'est que je vais le compter probablement à mes petits-enfants, cette histoire-là. Là. C'est... On a vendu la compagnie sans jamais rencontrer les décideurs en personne. C'était COVID. Tu sais, fait que c'était juste... Toi aussi, c'est comme flyer. C'est fucké, ouais. Faire des deals de plusieurs millions sans jamais se regarder dans les yeux en personne, mais se serrer la main, puis de savoir s'ils mesurent 5 et 7 ou 6 et 7. Mais ça, c'est pas super important, mais... Non, mais c'était juste pour eux. J'ai vécu. Mais fait qu'il y avait des appels en contrepartie. Le due deal était très exhaustif pour pallier un peu à ça. Exact. Fait qu'il y a des appels à chaque jour. Puis on a eu plusieurs appels. Puis on avait déjà eu une offre un peu plus agressive de leur part. Là, je pense que c'était 45 millions avec beaucoup moins de cash dans l'équation, upfront. OK. La valo, encore là, c'est pas le terme le plus important. Là. Il y a plein d'autres termes dans le deal qui sont autant, sinon plus importants. Comme la composante en cash. Les composantes cash, s'il y a des earn-outs ou pas, plein de choses. Hein, puis tout ça pour dire que... voyons. Ta tagline, tu l'as pogné pendant... Fait que là, on est comme... Ils nous closent, tu sais, on vous aime, on voici une offre qualificative un peu, on la turn down, mais elle était quand même pas insultante non plus qu'on jase. Puis là, j'étais comme, OK, pour vraiment aller chercher notre prix puis le cash qu'on veut, faut qu'on drive le narratif puis qu'on impose notre vision. De toute façon, j'avais l'impression qu'avec le board puis mes cofondateurs, c'était la seule façon aussi que tout le monde, que je crée une coalition autour de ça. Ouais. Puis l'idée, c'était quand, OK, Hootsuite, c'est une slide, là. Hootsuite, vous êtes social media management. Ouais, j'ai déjà utilisé. Nous autres, on est conversational commerce. Fait que j'ai highlighté, mettons, animation de la slide, là. J'ai highlighté social de Hootsuite puis commerce de Heyday. J'ai dit ensemble. Puis à ce moment-là, Shopify était comme des multiples d'enragés dans le marché public, là. Puis je savais que Hootsuite voulait l'IPO, là. Ouais. Fait que je dis, je pense qu'ensemble, on peut être le Shopify of social. Puis de Shopify of social, c'est devenu le point d'ancrage du deal. Toute la stratégie social commerce, je l'ai toute flash out sur 3 à 5 ans. En fait, c'était 5 ans, je pense, au final. On l'a jamais exécuté parce qu'on n'a pas levé 200 millions en bourse qu'on était censé. Ouais. Mais ça a été ça qui est comme... À partir de ce moment-là, là, on est passé de 45 à 60 millions. Bon, on a, je pense, triplé le montant de cash dans le deal en 5 semaines. Genre. Insane. Puis on s'est entendu. C'est insane. C'est comme le fond... il était déjà vraiment intéressé. Ouais. Mais là, ça a créé un moment où, comme là, c'était « there's no way back ». Ben, c'est parce que tu l'as revendu une histoire encore plus forte que juste, mettons, la tech ou la team. Mais ce que je trouve insane à propos de toi, puis ça me trotte dans le fond de la tête depuis que tu parles tantôt, c'est que t'es un étudiant de la game ou de la macro ou du méta qu'on appellerait en gaming. Je sais pas, ouais. Oui, man, genre, le market fonctionne comment, les compétiteurs, les valos, comment l'économie, tu sais, t'as comme un 10 000 pieds dans les airs POV qui te permet d'après ça redescendre puis compter la bonne histoire. Ouais, puis ça, c'est vraiment, je pense, un edge parce que quand t'es co-founder, tu builds la tête penchée, c'est pas tout le monde qui prend le temps genre d'étudier l'espèce de pièce de théâtre qui est en train de se passer. Ouais. Puis à chaque fois que tu me parles, j'ai l'impression que tu m'amènes des insights macro ou méta que moi, mettons, je prends pas le temps d'aller étudier cette partie-là de la game. Fait que c'est la fleur. Merci de me dire ça. Parce que, tu sais, on dirait que quand je m'étudie pas au quotidien, là, ouais. je m'aime pas assez pour ça, mais mais peut-être que c'est vrai que j'ai quand même c'est hot. Développé que le temps ou la vie m'a donné ça, un peu des deux.
suis quand même capable de naviguer du macro au micro dans la même phrase, quand même rapidement. Puis je le prends pour acquis parce que je suis comme ça, mais mis comme tu viens de le mettre, je me dis ah ouais, c'est un edge. C'est un edge. Puis vraiment dude. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est, tu sais, on est de la matière, on est des atomes là. On fait toujours partie d'un grand ensemble, tu sais. Ton succès, souvent on aime internaliser notre succès pour notre ego. Mais ton succès s'inscrit tout le temps dans quelque chose de plus grand. Puis il y a 1001 facteurs que tu contrôles et que tu contrôles pas qui ont un impact sur l'élastique du succès. Tu sais, c'est ta géométrie variable, ça je veux dire. Fait que c'est pour ça que j'aime souvent dire que t'es jamais aussi bon que ton dernier succès, t'es jamais aussi mauvais que ton dernier échec. T'es quelque part entre les deux dans la nuance. Et ça, Étienne, ça prend une maturité ou une humilité pour commencer à le cadrer comme ça. Puis je pense que le monde over-index ou surestime sur les 1001 facteurs ceux qui contrôlent pour vrai. La majorité, t'es contrôles pas. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je vais parler pour moi, je veux pas mettre tout le monde dans la même sure, dude. La même soupe. mais dans le même panier. Mais je pense que plusieurs entrepreneurs, on a comme il y a un mix, OK? Il y a un peu la psyché de l'entrepreneur type, là. Puis je pense que je cadre un peu là-dedans. Il y a à la fois des blessures d'ego qui souvent viennent de l'enfance ou peu importe. 100%. Fait que t'as une chip on your shoulder, tu sais. Puis même, il y a des investisseurs que ça fait partie de leur thèse. Là. J'ai investi juste dans du monde qui ont des chips on their shoulder. Ouais. À quelque part, c'est des gens qui ont quelque chose à prouver puis sont drivés plus que le commun des mortels. Tu sais, on va prendre le classique Steve Jobs, il était orphelin, manquait d'amour, ou whatever. Il avait besoin de se prouver, tu sais. Il s'est abandonné, puis... fait que c'est un cas extrême dans l'extrême succès. Puis je suis pas sûr qu'il aurait guéri tous ses traumas non plus avant de mourir malheureusement, mais bon, c'est son histoire. Ouais. Mais c'est quand même une bonne analogie parce que tu sais, il y a comme t'es drivé par des blessures d'ego de un. Mais une fois tu les contrôles pas ça. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, je t'en de perdre un peu mon fil, mais est-ce que je t'ai comme coupé? Non, excuse, mais attends, on disait qu'il y a des facteurs qu'on contrôle, des facteurs qu'on contrôle pas. Ah ouais, c'est ça. Là, tu me disais dans le profil des entrepreneurs. Fait que ces blessures d'ego-là, souvent, il y a des profils atypiques aussi. Il y a même des gens, tu sais, sont comme TDAH. Neurodivergents qui ne fit pas un peu dans la boîte classique. 100%. Puis il y a aussi le profil anxieux, tu sais. Puis là, tout ça, c'est pas mutuellement exclusif, là. Mets ça dans le blender, puis ça fait différents types d'entrepreneurs. Pour ma part, je suis quand même un gars, les gens sont quand même, you make it look so easy des fois, tu sais. Okay. Mais moi, je suis un anxieux de chez anxieux, là, tu sais, dans le sens que... Anxieux and cool. Puis je pense que le besoin de contrôle que tu dis, souvent, les entrepreneurs vont gérer leur anxiété par l'action. 100%. La qualité de l'entrepreneur, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement terrassés par l'anxiété, puis en contrepartie, il y a des gens qui sont comme, OK, mon anxiété ou ma condition actuelle qui est difficile, je vais la guérir ou là, je vais la gérer par l'action qui vont me donner une impression de contrôle. Ce qui fait qu'après ça, le problème du succès après ça, c'est que ça valide ton impression de contrôle. T'es comme mais je me suis rendu là, donc j'ai un esti de edge, là. Donc je suis un esti de gene. Tu sais, quand je... 100%. Puis je pense que la seconde où tu commences à te croire, tu commences à régresser, right? Puis dans moi, mon personal hack, là, je le recommande pas à tout le monde parce qu'il est quand même sportif puis ma femme, des fois, ça l'éprise, là. Mais mon personal hack, c'est... Puis avant ça, c'était comme organique. Puis là, je pense qu'il est rendu comme intentionnel, quasiment. mais c'est aux 10 ans d'avoir un processus de réinvention naturelle, quasiment comme... Ouais. De dire, OK, je me ressors de ma zone de confort. Je ne vais pas copier-coller mon succès à nouveau ou d'essayer de faire un plus grand succès pareil, mais différent, là, tu sais. C'est un peu ce que tu as en train de faire que ça se passe, là. C'est control... Tu bâtis sur tes acquis, right? Oui. Mais tu control, alt-delete le format ou le carré de sable, t'en crées un nouveau. Puis ce moment-là, il te remet en position, en tout cas pour moi, il me remet en position d'underdog où j'ai tout à prouver, où les gens ne croient pas en moi, où je suis à nouveau le petit Étienne dans son food court, que le monde sont comme what the fuck, genre. Puis de quoi tu me parles, les chatbots, genre, t'es bien extraterrestre, là. T'as quitté ta job en pub pour faire ça, t'es bien cave. Fait que d'être underdog, tu comprends? De recréer le day one feel, ça recrée, en tout cas, du moins chez moi, le sentiment d'humilité totale. Parce que je repars à zéro, j'ai un rebuild de zéro, l'inconnu m'attend, puis je contrôle pas toutes les variables, puis je revis de l'anxiété un peu, mais de l'anxiété qui, pour moi, est active, dans le sens qui est positive. Tu la canalises dans de l'action. Exactement. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'à ces chapitres-là ou ces renouvellements-là, tu traînes un bagage d'estime plus fort. C'est sûr. Mais on vieillit aussi, right? Exact. Puis moi, ça m'a aidé dans ça se passe de juste comme faire, hey, tu sais, j'ai accompli certaines choses, beaucoup de chance dans mes accomplissements, mais comme
j'ai un niveau de confiance envers moi que on dirait que c'est correct si je sais pas X. C'est correct si je suis pas pro là-dedans. Je sais que si je look back, man, j'ai surmonté des affaires que je pensais pas surmonter. J'ai appris des affaires que je pensais pas comprendre. Puis je me suis entouré de monde, genre, qui me tire par le haut. Fait que t'es comme, I'll figure it out, genre. Mais ça, moi, ça a été... C'est un muscle. Ouais. Mais ça a été long avant que je développe ça, d'autres genre. Ouais, puis tu sais, la réalité, c'est que tu vas continuer à le développer jusqu'à la fin de tes jours. Moi, je suis pareil comme toi. Sans tomber dans le mélodrame ou dans l'histoire trop d'enfance. J'ai internalisé un narratif très jeune de je peux pas être aimé si j'ai pas 100%. Tu sais, dans le sens que si je la sors pas du stade tout le temps, right? Puis ça va me suivre toute ma vie. Aujourd'hui, j'en suis conscient, puis ça m'aide à canaliser. Puis aussi, en fait, ce que ça te force à apprendre à un moment donné en vieillissant, c'est de l'amour propre aussi, de dire, regarde, je ne suis pas mes succès, mais en même temps, mes succès m'aident à m'aimer un petit peu plus, soyons honnêtes. Exact. Puis après ça, de dire, ben, je vais avoir des bonnes journées, je vais avoir des mauvaises journées. L'important, c'est de contrôler ce que tu contrôles pour être un bon stoïque. Ouais. Puis de dire aujourd'hui, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, devenir parent aussi, ça m'a amélioré à guérir mon perfectionnisme maladif, là. C'est qu'à un moment donné, t'as une énergie X aujourd'hui, là. La batterie d'iPhone est à 12%, ou est à 27, ou est à 72. La seule affaire, c'est la discipline et l'habitude, l'hygiène, si on veut, mentale, de dire, je suis all-in tout le temps. Ouais. Mais aujourd'hui, mon all-in, c'est 27%, ou c'est 72. Puis, peut-être que j'ai tiré trop ma réponse sur le podcast de François, puis j'aurais pu être plus succinct. Peut-être que j'ai utilisé j'ai fait telle erreur. Mais avec le pourcentage que j'avais aujourd'hui. Aujourd'hui, I did my best. C'est ça. Puis demain est un autre jour. Puis ces petits baby steps-là, ils compoundent, tu sais, c'est la beauté de l'âge, là. Je pense qu'on peut pas avoir cette sagesse-là dans la vingtaine. Non. Dans la vingtaine, j'étais anxieux de tout. J'avais l'impression que tout allait me tuer, tout ma business. C'était jour et nuit, sans cesse, c'était maladif quasiment. Là, je sais qu'au final, I'll prevail. Je sais pas comment. C'est pas de l'arrogance, right? Parce que non, ça sonne comme de l'arrogance. Ça se peut que ça me prenne 18 mois, 3 ans, pour prendre tout le chemin sur Google Maps que je pensais. Il va y avoir un train qui passe comme tantôt. Mais je vais finir par me rendre à la destination qui est ma destination, que je connais même pas encore à 100%, right? Mais la destination qui est un peu la vision ultime, de te faire confiance, puis de faire confiance que la vie, à un moment donné, puis je tombe dans l'ésotérique un peu, là, mais moi, je pense quand tu restes dans l'action, tu parlais de la vague a fini par se pointer. Faut juste être patient. Reste dans le game, la vague va se pointer. Ouais. Alright, folks. Dernier Ça se passe live de l'année, jeudi le 4 décembre, 18h, chez Lightspeed à Montréal. On enregistre un épisode live du pod avec JD Saint-Martin, le président de Lightspeed. Donc, évidemment que je vais couvrir ce passage-là de founder d'une startup qui se fait acheter à président de cette compagnie-là qui l'a acheté, qui est maintenant public. Des bons contrastes d'expérience là-dedans. Puis je vais lui envoyer une couple de questions sur c'est comment de compétitionner avec Shopify. Sur place, il va y avoir bouffe puis drinks d'inclus comme d'habitude, un peu de networking avec la CrowdTech de Montréal, puis peut-être même que le SaaS Père Noël viendra faire un tour. Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi. Réserve ton billet, puis viens finir l'année avec nous chez Lightspeed. Un dernier bye-bye avant 2026. On se voit là-bas. Cheers! Puis, tu sais, c'est extrême kitsch, mais l'univers conspire à genre ton succès, là. Si tu conspires avec, genre si t'es dans l'action. Le DVD du secret, toi, avec ta mère l'a mis quand t'étais jeune. Non, mais c'est vrai, le secret de la caramel, c'est non, mais c'est vrai, pareil, c'est je sais à qui je comptais ça récemment. Ah ouais, peu importe, mais mettons que c'est un marathon, OK? Tu réalises que 90% des gens restent au fil de départ, ils commencent même pas à courir. Fait qu'en partant juste de te donner la chance de mettre tes sneakers, ton dossard, puis d'avancer, quand même que t'avances comme une tortue, là. Ouais. T'es dans le 10%, tu vas ramasser, tu vas avoir 10%, le top 10% des outcomes, déjà. Exact. Puis après ça, si tu restes tu trouves ton rythme, tu restes assez longtemps dans la course, tu ramasses que t'es dans le 1% des résultats. Puis c'est même pas du talent, ça, c'est de la mathématique. Exact, c'est juste de l'action. C'est le compounding effect de la résilience. Puis à quelque part, c'est un talent en soi, mais c'est plus une habitude qu'un talent. C'est l'habitude du succès. C'est pas le... C'est une discipline, une hygiène. Exact. Puis, t'as 100% raison. Moi, une affaire que je dis souvent, c'est la barre est plus basse que vous pensez. Genre... Malheureusement. Genre, oui, malheureusement, mais comme, man, genre, en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur,
oui, on entend tout le temps le top 1 du 1%. Là. Ouais. Fait qu'on est comme, la barre est haute. 0.0001. Exact. La barre est haute. Mais man, genre, pour avoir du succès, là, la barre est plus basse que tu penses. Ouais, puis je pense honnêtement, oui. Puis l'autre chose aussi, c'est il n'y a rien de trop niche, entre guillemets. Moi, je pense que si t'es le 100%. meilleur plongeur d'épave au monde, tu vas être millionnaire. Parce qu'à un moment donné, comme quand il va y avoir un nouveau Titanic à l'explorer, t'es le seul gars sur la planète, la seule fille sur la planète qui peut plonger là. Ouais. Ils vont te payer un shit ton of cash. Fait qu'il y a pas de... Deviens... Moi, je suis un généraliste, là, fait que je vais prêcher contre ma paroisse, où je suis comme un T-shape guy, là, un peu. Ouais. Mais sinon, tu peux aussi devenir le meilleur au monde dans telle affaire. Là. Tu sais, du monde, c'est le meilleur au monde en cold outreach. Là, tu vas avoir de la business. Là. Ouais. Fait que il n'y a pas d'idée trop niche ou trop loufoque. Mais il faut que tu l'aies dans tes tripes parce qu'on parlait de la résilience. Si t'as pas l'idée dans tes tripes, ce projet dans tes tripes, ça marchera pas. Fait qu'on a comme... On a fait des détours, on a raconté plein de trucs intéressants. Mais là, il y a comme des checkmarks, des checkbox factuels dans ma tête de host que je veux cocher. Puis il y en a une qui est autour de un peu les termes de ton deal, puis un peu la nature de ton earn-out après l'acquisition par Hootsuite. Ouais. Fait que t'as dit 60 millions. Quel autre terme tu peux me dire, genre en termes... je veux pas que tu rentres trop dans les détails, là, mais combien de temps t'es resté, ce genre d'affaires. Ouais, moi, je suis quand même allé vous voir, là, puis techniquement, je suis plus dans Hootsuite. Fait que... T'as plus de NDA ou... Non, c'est ça, j'ai plus rien, là. Fait que, non, ben, tu sais, dans les grandes lignes, là, c'était à peu près moitié-moitié, là, moitié cash, moitié stock. Got it. Puis les paiements, c'était un paiement lors du closing. OK. Il y avait 3 paiements. Un paiement lors du closing, un paiement à l'anniversaire 1, un paiement à l'anniversaire 2. Pas conditionnel, juste temporel, pas conditionnel. Temporel, mais le seul truc, il n'y avait pas d'earn-outs, OK. mais il y avait des holdbacks. Fait que, si jamais, mettons, à l'année 2, ils réalisent qu'on a volé du code à Microsoft, mettons, puis ils se font poursuivre par Microsoft, ils peuvent claw back l'argent. Ouais. Fait qu'on a quand même une garantie légale de founder qu'on a comme pas fait des déclarations frauduleuses. Là, ouais. Puis ça, c'est pour le monde qui sont peut-être moins familiers avec le processus de M&A. Quand tu dis des holdbacks, c'est important de comprendre qu'il y a un chunk de l'argent qui est en fiducie, là, qui est retenu, que t'as pas tout de suite, mettons. C'est ça, exact. Fait que c'est comme, tu pourrais dire ça genre en escroc. Ouais. Escroc en anglais, là, pas escroc voleur. Mais avec un W, pas un C. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était un peu ça la structure. Après ça, tu vois, on a quand même au final fait moins d'argent dans le deal qu'on pensait. Nous, on pensait qu'on allait en bourse puis que ça allait pop. Que ta partie action allait exploser. Exact. Okay, nous, dans le calcul, on avait des scénarios, mais tu sais, finalement, ben, comme ben les compagnies de tech de cette génération-là, puis de cette, son compagnie de tech, mettons, début 2010, là, à peu près, début l'année 2010, je pense 2012 ou de suite. Bon, l'IPO, finalement, n'a pas su cristalliser la valeur des actions en partant. Exact. Puis ensuite, ben, les compagnies privées, il y a toujours un lag avec les compagnies publiques. Ouais. Fait que les compagnies publiques se sont fait dévisser début 2022 en tête. Ouais. Puis les compagnies privées, mais ça a été un peu un 18 mois, tough. En fait, ça a été, même aujourd'hui, c'est encore tough. Ouais. Parce qu'à peu près, là, ça recommence l'action en private equity un petit peu, puis même, il va recommencer un peu d'IPO, mais ben, l'histoire ne dit pas encore à 100%. Le monde est tellement volatile. Mais bref, fait que l'action, l'action, elle a perdu des plumes, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai finalement fait un deal de... grâce à, on parlait tantôt de relations, c'est toujours les relations là, qui trouvent des portes. Là. Ouais. Mais j'étais resté en bon terme avec le VP de développement corporatif ou corp-dev en charge de M&A chez Hootsuite à l'époque qui nous avait acheté. Tout le C-suite qui nous a acheté, leur mandat c'était l'IPO, puis ils ont merdé, fait qu'ils sont fait tout virer. Là. Oh shit. Fait que c'est tout un nouveau C-suite aujourd'hui. Puis leur rôle est plus de turnaround la business, puis de la exit à un private equity maintenant. Okay. Mais moi, j'avais pas le goût d'attendre ce moment-là. J'ai une window d'opportunité grâce au VP de l'époque. Fait qu'en tout cas, long story short, j'ai vendu à un private equity de New York l'an passé. Ah, OK. Je voyais que Trump, on parlait des macros, je voyais que Trump s'en venait, ça m'inquiétait. Puis moi, j'étais un peu dans la vie, un tien vaut mieux que d'autres tu l'auras, là. Ouais. Fait que... T'as voulu cristalliser. J'ai voulu cristalliser, ma fille venait de naître, il y avait comme un timing, je faisais le fond. Fait que j'aime pas ça être concentré dans une position que je contrôle pas, là. Ouais. Fait que là, je préfère avoir de l'argent dans mes jeans, peut-être moins que j'aurais anticipé, mais que je peux après ça gérer moi-même. Ouais, dude, moi, la portion action de Douda, nous, on se faisait
servir un petit peu cette narrative-là de Douda, avec cette growth rate-là, on va aller IPO, puis d'après moi, on pourrait aller en bourse, puis t'es comme genre, Chris, ça va être malade, nos actions vont être liquides, puis c'est peut-être bien que ça va valoir, mais tu sais, je vais cacher out ça un moment donné. C'est un billet de loterie, tu sais. Clock is still ticking, bro. Fait que ce qu'il faut se souvenir, c'est que malgré toute l'effervescence du M&A, tout ce qui est important, de toute façon, c'est la position aussi de nos investisseurs sur notre board, puis ils avaient raison, là. Je le voyais pas comme eux autres à l'époque, mais maintenant je comprends. Cash is king. Fait que quand tu regardes un deal, encore là, la valorisation elle est fun, le headline de 60, mais tout ce qui importe, c'est le cash que tu mets au final dans tes jeans sur tes investisseurs, right? Ouais. Le vrai rendement est là. Ouais. Fait que après ça, il y a du paperwork, là. Tu sais, l'action de suite, elle vaut quelque chose. L'histoire ne dit pas qu'on... moi, je l'ai cristallisé à une valeur X au moment où j'ai vendu. Puis dans ce moment-là, j'étais in the money, dans le sens que j'ai fait une analyse de marché où j'ai eu un peu de data. Tu sais, c'est un marché imparfait, un marché privé, mais j'avais un peu de data de Fidelity Investment, de EY, tu sais, des audits dans d'anciennes actions, bref. Fait que je savais que la tranche était entre ça puis ça. Excuse-moi. Okay. Puis j'ai vendu dans le right in the middle. Mais tu sais, ça se peut que ça monte, ça se peut que ça descende. Hein? C'est spéculatif rendu là. Ouais. Mais tu sais aussi, t'étais comme, j'ai un autre chapitre, je focus mon attention sur autre chose. Puis moi, j'ai hésité justement à essayer de outreach la CFO de chez Douda. Je me disais, tu sais, j'essaie-tu de voir, bon, y a-tu des actionnaires qui veulent leur prendre un peu plus de bouchées, puis secondary. Ma question, c'est, est-ce que c'était des secondaries dans le fond, toi? On considère ça comme ça? C'est un secondary. Okay. Tu sais, il y a des private equity qui ont une thèse de, j'appelle ça ramasser des bouts de cigares, puis je me mets à dernière puff, là. Non, mais dans le sens qui. Ça m'a dit, la job du private equity, c'est de ramasser des deals. Tu sais, moi, je dis que j'ai vendu mes actions au pawn shop, là. Tu sais, dans le sens que. Ouais, je te file. J'ai quand même fait un peu d'argent avec, là. Tu sais, comme, ça va, là. Mais pas autant que je pensais. Probablement, au final, tu sais, ouais, même. Un petit peu moins, peut-être un tiers-ish de ce que j'avais signé, là. Ouais, je te file. Là. Fait que c'est quand même. Mais rendu là, j'étais comme, ça fait 3 ans, quand même, je reste assis dessus pendant 10 ans. Ouais. J'ai le feeling que moi, je peux générer plus d'alpha avec cet argent-là. Et voilà. Puis que quand un mec qui vendrait 2 fois le prix dans 3 à 5 ans, je préfère être en liquide. Encore là, un tien vaut mieux que 2 là, right? C'est un billet de loterie. Fait que, oui, c'est du secondaire. C'est qu'un marché quand même imparfait, manque d'informations, puis à la limite opportuniste un petit peu. Je pense qu'il faut que tu sois willing de discounter un petit peu aussi parce que les private equity, comme je te dis, ils vont chercher un deal. Mettons, c'est des flippers, là. Ils vont dans une vente de garage. Tu sais, compare ça à une vente de garage. Ils trouvent un mag Porsche un peu égratigné. Ils se disent, OK, je le garde assez longtemps. Ce mag-là, il va peut-être prendre la valeur. Je le répare un petit peu, puis je leur flippe 10-15% de plus dans 2 ans. Puis j'ai généré du profit, right? Je le résume de façon un peu maladroite, là, grossière, mais c'est quand même une analogie pas trop loin de la... Je te parle quand tu vends du secondaire de compagnie qui va pas super bien. Exact. Après ça, moi, j'ai fait, comme investisseur, j'ai investi dans des rondes secondaires de compagnies qui sont des rocket ships. Pas du tout la même game, là. Mais là, je te parle de ramasser des actions d'une compagnie que le monde sont pas tant bullish, là. Ouais. Puis tu sais, là, je pense que c'est bon de le répéter, ce message-là de cash is king, puis tu sais, d'essayer d'optimiser cette portion-là parce que t'as un contrôle puis c'est concret. T'as un contrôle sur du cash versus des actions, t'as aucun contrôle. C'est surtout une compagnie privée. Mais tu sais, des compagnies qui sont déjà publiques, là, on dirait de quoi de différent, genre, right? La portion action d'une compagnie déjà publique, moi, j'ai entendu du monde que je nommerai pas, mais genre, leur portion d'equity, man, c'est genre, c'est là-dessus que ce sont des... Je connais un gars, probablement le champion de ce use case-là, le champion de tous les temps, probablement, là. Enfin, il y en a 2, c'est la même compagnie. Il y en a un qui a vendu un studio de design à Shopify. OK. Pense-y, là. Shopify a acheté un studio de design parce qu'il cherchait des UX designers, puis là, il était comme, on les aime bien, ces gars-là. Genre. Ils ont acheté l'agence. Très cool. Ces designers-là ont eu des stocks de Shopify comme à genre 2000, je sais pas, là, 7. OK? Wow. Puis il y en a un autre, puis lui, c'est une compagnie de tech. Ouais. Puis il a vendu à Shopify aussi un chatbot. Il était dans mon space, il a vendu un petit chatbot. Je pense qu'il a été acheté par Shopify, tu sais, comme il était très, très early, là. Ouais. C'était genre, à la place de faire une seed round, il s'est fait acheter, là. Ouais. Il s'est fait acheter all stock. Ces 2 gars-là, ils valent entre 50 et 100 millions, mais comme ils ont exit à... La valeur au livre, quand ils ont exit, c'était de 5 millions, là. Ouais. Ou 3, là, genre. Ouais. Fait que les autres, ça a été stratosphérique. Je sais pas si mais la majorité des cas, le montant que tu as signé, il va probablement être plus bas. Ouais, exact. Surtout si c'est une compagnie privée que tu achètes. Si c'est une compagnie publique, exact.
Ça dépend du cycle, là. Puis ça dépend quand tu vends. Tu sais, ça se pourrait que tu as l'opportunité. Il y en a du monde. Je connais un gars qui est employé chez Good Food. Ouais. Puis il avait du stock. Puis son stock l'a rendu millionnaire sur papier. Mais là, à un moment donné, tu sais, encore là, quand le party. Et tu dis, ouais, genre, huddle jusqu'à temps que, pouf, ça implose. Ben, Good Food va bien quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le party de la valorisation a planté. Ouais. Puis il a quand même fait de l'argent au final, le gars, mais je veux dire, jamais autant qu'à son prime. Fait que le marché public est aussi, tu sais, c'est tout le temps spéculatif un peu. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense, mets-en progressivement dans tes jeans. C'est la seule façon de dérisquer un petit peu, tu sais. Ouais. Puis diversifie-toi. Plus que tu diversifies, c'est le classique. Quand est-ce que... Parce que là, t'es parti de chez Hootsuite. Éventuellement, plus tard, après, t'as vendu les actions qui te restaient de ça. T'as fait un petit bout de chez Workleap pour genre t'as recrinqué sur le plancher des vaches, là, tech, innovation, tout ça. Puis c'est quand le genre de light bulb de « Ah ben Chris, je devrais être VC dans le fond. » On parlait des... Je vais continuer à l'analogie des vagues, ben je l'aime, parce que la vie est ainsi faite. C'est toujours très organique. C'est jamais... Tu sais, je pense que tu crées une intention. Tu parlais de l'univers, là. Tu crées une intention, puis à un moment donné, tu te poses des questions, puis à un moment donné, les réponses viennent à toi, right? Ou la vague, ou appelle ça comme tu veux. Intéressant. Moi, dans le fond, j'étais chez Workleap. Puis écoute, la business, tu connais, là. C'est un gars exceptionnel, puis on bâtit de quoi incroyable. 100%. Mais personnellement, j'étais comme, ben, les gars ont déjà fait le gros du travail. Il y a plein de travail encore à faire, là, one could argue, mais c'est rendu très late stage, pareil. Là. Ils sont en mode plus, tu sais, je vais pas appeler ça de l'optimisation, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, versus du 0 à 1. Oui, dans le lab, là, il y avait quand même cet élément-là, mais versus, tu sais, David contre Goliath, là. Tu sais, sont plus proches de Goliath que de David présentement. Je comprends. Même si les gars sont très sharp et sont capables de garder un mindset un peu de day one puis David dans la business, ça demeure que c'est quand même une grosse compagnie, tu sais. Oui. Puis fait que c'est ça, j'ai adoré l'opportunité que les gars m'ont donnée. Ceci dit, j'ai réalisé que peut-être que j'avais le goût, je suis juste un builder. Comme j'ai quasiment réalisé que j'étais unemployable, là. Ouais. J'avais les meilleures conditions, les gars sont, tu sais, c'est les chums, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, tu peux difficilement des meilleures conditions de travail, là. Ah, c'est secret là-bas. Mais, ça, tu sais, c'était, it's not you, it's me, là, tu sais. Le fameux. Fait que c'est un peu ça. Puis, à un moment donné, j'étais comme, ben, tu sais, c'est intéressant, mais probablement que je recommençais à avoir tes blessures de guerre post-exit, ils prennent un certain temps à semi-guérir, puis dès qu'ils sont un peu moins fraîches, le founder va commencer à vouloir gratter, là, à vouloir réouvrir sa blessure ou en créer d'autres. Là. C'est comme Mazo un peu. Là. C'est drôle, ça. Puis, fait que j'ai recommencé à avoir un genre de itch, là, de dire, OK, tout le monde me demandait what's next, puis j'avais pas tant de réponses. Fait que j'ai commencé à me poser la question what's next, mais avec aucune réelle timeline. Là, parce que, encore là, j'étais quand même bien à travailler avec mes amis, j'avais du plaisir. Puis la vie est ainsi faite où, tu sais, c'est pas maintenant, la même semaine, j'ai eu comme 2 superbes opportunités, tellement différentes, là. Unsolicited? Unsolicited. OK. Puis une d'entre elles, c'était via une mise en contact d'un ami entrepreneur qui me présentait à Louis, le fondateur de Telegraph Hill Capital à Barcelone. Oui. Puis moi, je l'ai rencontré comme avec aucun agenda, là. C'était vraiment une rencontre quasiment fortuite, là, où on est connecté. J'ai un chum qui nous dit, vous devriez vous parler. T'es comme, ben, OK. J'ai du temps, là. Fait que je vais aller parler, puis who knows, aucun agenda. Puis je suis sorti du meeting. En fait, au bout du meeting, j'ai raconté mon histoire, jasé. Il m'a raconté son histoire, leur thèse d'investissement. Puis au bout du meeting, il est comme, tu serais un VC incroyable. Puis moi, je cherche un partenaire au Canada, tu sais. Okay. On veut localiser un fonds. Ça fait depuis 2014 qu'on investit ici. Plus sérieusement, depuis 2018, ils ont une 12 d'investissements, tous encore actifs, 2 exits à Lightspeed. Chrono Golf puis Quote Machine. Des bons rendements locaux. Puis ils ont catché qu'il y avait un gap dans l'early stage. Donc, comme c'est pas normal qu'il y ait 2 dudes à Barcelone qui ramassent comme un 5e des deals pre-seed au Québec. Là. Comme moi, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, il faut qu'on se batte pour des deals. Au Québec, on se les fait envoyer par courriel, tu sais, comme des bons deals, des compagnies nice avec lesquelles on fait de l'argent. Fait que, ils ont catché qu'il y avait un gap, ils ont aussi catché qu'il y avait de l'argent dans l'écosystème, là, clairement. Mais que sans un partner local, tu sais, je veux dire, t'es 2 gars en Espagne, là. Fait que eux autres, ils cherchaient, dans le fond, à faire un joint venture. Moi, ça me parlait parce que ça me permettait de bâtir sur un track record, un historique puis une expérience d'investisseur
aguerri. Là. Ouais, il y a un dérisking là-dedans aussi. Ça me dérisquait. Ouais. Puis inversement, moi, ça me concentrait sur ce que moi j'aime faire. Qui est de dire, OK, si j'ai un soutien côté back-office, puis du coaching côté la poutine de VC, là, les term sheets, les machins. Ouais. C'est pas du rocket science à apprendre, mais quand même, il faut t'en faire plusieurs pour voir des patterns. Puis, le diable est dans les détails, parce que ce sont les petits détails qui sont importants. Mais moi, ça me permet de me concentrer sur mes forces. Mes forces, c'est d'aller, à la limite, moi, le chèque est une excuse pour travailler avec des founders. Ouais. Puis ma valeur est post-investissement, tu sais, c'est, OK, c'est quoi la problématique, là? OK, on est un peu mêlé on a 5 potentiels target market. Ça le fera pas, là. Faut qu'on en choisisse. Fait que on va workshopper, puis on va tester des hypothèses en growth, puis nanana. Ça m'excitait. Je me disais, OK, j'ai eu discuté dans le passé en étant avec des partenaires totalement différents de moi, dans aider 3 ingénieurs puis moi. Ouais. Où ils me laissaient faire ma patente, là. Ouais. Faire mon tu sais, puis ça me permettait de rayonner. Les autres, ils rayonnaient aussi. Tout le monde rayonne, puis la somme des parties, crée quelque chose de plus gros. Puis t'as une vue 360 aussi d'une problématique ou d'une opportunité. Ça m'a beaucoup interpellé, la vision, les valeurs. Puis la vie est vraiment une question de timing. J'étais dans un timing où là, j'étais comme, OK, c'est quoi mon prochain 10 ans? Ouais. Puis c'est un engagement au moins de 10 ans, à fond. Mais on s'entend que c'est cette porte-là de capital de risque, c'est un peu ce Lewis-là qui l'a ouverte dans ta tête. 100%. C'est bon. Fait que ça, c'est beau parce qu'il y a de la surprise, là. Ouais. Exact. Ouais, parce que, encore là, j'ai pas l'arrogance de me dire, ouais, c'est que je serais un bon VC. Tu sais, dans le sens que, ouais. Il a fallu qu'on me le propose un peu pour que j'y réfléchisse puis me dire, je serais pas un VC late stage, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas. Puis de toute façon, ça donne une job quasiment plus financière, cruncher des spreadsheets, machin. Des fois. Aussi. Mais un VC de 0 à 1, OK. Ouais. J'y crois finalement. Puis je le voyais bien comme ange investisseur. Tu sais, j'ai fait un peu d'argent dans mon deal. Assez pour faire des petits chèques, mais pas assez pour avoir un impact. Ouais. Fait que c'est cool, là, mettre un 25-50 000 dans le business d'un chum, c'est correct. Ouais. Mais c'est pas ça qui move the needle, puis t'es pas tant actif après le chèque. Il va t'appeler de temps en temps, puis c'est cool. Mais c'est pas une job à temps plein, t'as pas l'impression de bâtir vraiment. Fait que tu sais, ça me donne encore là, de lever un fonds de 40 millions, ça me donne l'arsenal pour, dire, on fait une trentaine de chèques, on investit jusqu'à 750 000 dans le premier chèque, on se garde 1 million pour double-cliquer sur les winners, là, les winners potentiels après. OK, il y a quand même un impact. T'sais, le pitch que j'ai fait au gouvernement, c'est essentiellement, puis la term sheet est arrivée assez vite. Là, le closing, ça a été long, mais la term sheet est arrivée en comme 4 ou 5 semaines. On parlait de storytelling plus tôt. Je leur ai fait un pitch patriotique, essentiellement. Ouais. Puis le meilleur pitch est authentique, c'est ta vraie histoire. Ouais. Je leur ai conté un peu mon histoire. Je dis, guys, c'est pas vraiment normal que j'étais en intelligence artificielle conversationnelle avant que ça devienne hot. Ouais. On n'arrivait pas à trouver d'investisseurs localement. Qu'on a levé trop peu, trop tard. Ouais. Ça, c'est l'histoire de bien des compagnies québécoises à fort potentiel. Fait que je dis, il faut qu'on investisse plus tôt. C'est ça le pitch. Excusez, c'est ça le pitch. That's it. Puis sont smart quand même. Tu sais, le monde aime critiquer le gouvernement, mais ils sont smart là. Ils sont pas niaiseux. Ils voient bien l'écosystème. Ouais. Fait que le pitch a résonné. C'était comme preaching to the choir. Ils cherchent du 109. Je pense qu'ils catchent qu'on a besoin de plus d'opérateurs en VC. Ouais. Des gens qui comprennent comment bâtir des business là, au-delà d'un spreadsheet. Puis je pense que ça prend de l'équilibre. Là. Tu sais, ça peut pas juste être des founders, mais un mix de profils peut-être plus financiers, pairé avec des opérateurs. Je crois, du moins, l'histoire le dit pas encore. Le succès en VC, c'est un lagging indicator. Là. Ça fait que on pourra juger si je suis full of shit dans 7 à 10 ans. mais je pense que c'est prometteur quand même. T'sais. Ou du moins, à date, la réception, l'accueil des founders est comme, OK, you're a different VC. Là. Ouais. Fuck yeah, dude. Fuck yeah, c'est cool. C'est ça qu'on veut. Puis on veut les moyens de nos ambitions, tu sais, puis les moyens, c'est du capital de risque, puis du monde qui catch comment l'investir, quand l'investir. Puis quand tu dis le gouvernement, c'est IQ, mostly, I guess? Non, ça dépend dans notre cas, nous, en pré-amorçage, le chèque, il vient directement du ministère. OK. Fait qu'il faut ça approuver par la ministre Fréchette. En fait, moi, à l'époque, c'était Fitzgibbon. OK. En tout cas, il y a eu plein d'histoires dans mon dossier, là. C'est jamais simple, mais en même temps, ils ont été très sharp quand même, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu, il y a toujours des affaires quand tu négocies, là, puis là, je pourrais pas en parler dans le pod, mais de façon générale, tu sais, ce que j'aime, c'est que le problème du gouvernement, c'est qu'ils sont, je disais à la directrice récemment, de l'équipe, dans le fond, d'investissement dans les fonds, le fonds de fonds. Je disais, you're damn if you do, damn if you don't, tu sais. Le gouvernement, s'ils font A, ils vont se faire critiquer qu'ils font pas B. S'ils font B, ils vont se faire critiquer qu'ils font A. S'ils font A puis B, ils vont se faire critiquer qu'ils dépensent trop. Fait qu'à un moment donné, ils peuvent pas être parfaits. Ceci dit,
je trouve, du moins, l'équipe avec laquelle j'ai dealé, ils ont le cœur à bonne place, ils ont la tête à bonne place aussi. Ils comprennent les besoins après amorçage, ils sont en train de mettre de l'argent, dont dans le Télégraphe, mais il va y avoir d'autres annonces bientôt en seed, dans d'autres fonds. Il va y avoir d'autres mesures qui vont être prises, puis une maudite chance quand même que le gouvernement est là, parce que, soyons honnêtes, là, c'est le lead de tous les fonds presque au Québec. Enlève-les, puis mettre à peu près la moitié, un tiers à la moitié du cash dans tous ces deals-là. Enlève-les de l'équation, il n'y a pas vraiment d'écosystème VC au Québec. Il n'y en a à peu près pas. Il n'y a pas assez d'argent privé. La flywheel, elle tourne pas encore. Comme aux États-Unis. Hopefully, ce que tu fais, mettons, avec Telegraph Ventures, ça va en générer assez des coups de circuit pour que la flywheel d'investissement privé roule plus fort dans le futur. C'est sûr. Mais je pense que en anglais, ils disent think in decades, not in days. Là. Faut penser en décennies et non en semaines ou en années. La flywheel, là, on a un nouveau cycle avec l'AI. Moi, mon bet, c'est que l'intelligence artificielle, avec le talent qu'on a ici, si on fait les bons bets en VC présentement, on investit aux bons endroits, peut-être ça peut accélérer, mais on est un peu en reset pareil. Là, ça va prendre une nouvelle génération de founders qui existe assez, qui ramènent de l'argent privé dans l'écosystème, puis réduire la codépendance à l'appareil étatique, si on veut, à l'État. Ouais. Sauf si on est honnête et réaliste. Tu sais, les États-Unis, ça fait quoi? 60, 70 ans qu'il y a eu plusieurs cycles. Maintenant, c'est juste de l'argent privé. Ça n'existe pas, le MEIA, mettons, le ministère qui met des gros chèques même dans certaines provinces canadiennes, ça n'existe pas. Fait que, je pense que c'est un horizon pareil de 20 ans si ça va vite. Mais c'est correct. Il faut commencer quelque part, right? Oui. Moi, ce qui m'a amené vers le VC, puis honnêtement, j'ai pas parlé de l'autre opportunité qui est arrivée en même temps, mais sur papier, je faisais pas mal plus d'argent à faire ça, là. OK. Mais à un moment donné, tu te dis, soit tu te plains ou tu t'impliques. En fait, si tu te plains, t'es mieux de t'impliquer. Puis là, il y a un côté, bien entendu, tu sais, moi, c'est toujours purpose, people, profit. Là. il y aura toujours un côté cash, mais it starts with purpose. Là. Faut que tu commences. On a juste une vie à vivre. À un moment donné, tu peux pas juste être dans. En tout cas, personnellement, j'ai le goût d'avoir un impact. Puis je suis, pour fermer la loupe là-dessus, je suis, tu sais, j'ai beaucoup de gratitude envers le rôle du gouvernement dans l'équation, parce que je sais que j'aurais pas de fonds sans eux autres. Ouais. J'aurais un plus petit fonds, mettons. J'aurais un fonds beaucoup plus modeste. Ouais. C'est tellement une boîte de Pandore, man. Puis là, je vois le temps passer. Je pense que je vais t'enfiler celles qui arrivent plus en mitraille, tu sais, les questions qui me restent. Mais mettons, une de celles qui est pertinente en fonction de ton histoire, c'est est-ce que un founder qui a exit, qui a raisé, fait nécessairement un bon VC? L'histoire ne le dit pas encore pour moi. Parce que pas pour toi, au début de mon cycle. Ce que moi, je pense, puis comment je le vis présentement. Ouais. Puis si je regarde, mettons, le fonds Innovia Discovery, là, le fonds découverte. Je sais pas c'est quoi. C'est comme un sous-fonds d'Innovia. OK. Qui investit dans des gestionnaires émergents comme moi. OK? Puis la majorité des investisseurs émergents dans leur fonds, c'est des founders. Ah. Puis là, moi, j'étais le dernier investissement de la cohorte. Fait que, tu sais, je suis au début de mon journey, mais il y en a une couple qui avait une couple d'années. Exemple, Garage Capital, je pense, je sais plus, en Ontario, aux États-Unis. Je me souviens dans l'Est américain, je sais plus. Mais en tout cas, ancien opérateur. Ouais. Que des anciens founders. T'as le GTM Fund aussi, c'est comme tout t'as une nouvelle génération de fonds à valeur ajoutée. Excuse-moi, à valeur ajoutée parce que c'est des gens qui ont opéré des startups. Ouais. Il y en a qui ont scalé là-dedans. Quand même pas mal. Ouais. Fait que moi, je mettrais de l'argent, je mets déjà de l'argent dans cette thèse-là. Littéralement. Je betterais qu'il va y avoir des meilleurs résultats down the road parce que t'as une plus de valeur ajoutée. Ceci dit, dans mon cas à moi, l'histoire le dit pas encore. Ouais, OK. Mais ce que je vois, par contre, ce qui m'encourage à penser qu'on va avoir des bons résultats, c'est que je sais que déjà la brand, il commence à avoir une petite flywheel de brand où les founders se parlent. T'sais. L'écosystème est petit. Ouais. Fait que si tu les traites avec respect, avec empathie, tu prends du temps, t'es généreux même si tu vas pas investir, mais t'es généreux dans tes insights, t'es généreux dans ton feedback, puis t'es un straight shooter, t'es pas en train de moi, je me suis tellement fait mislead par des VC, tu sais. Un peut-être est plus dommageable qu'un non, bien souvent pour une startup. Puis un non, c'est un oui potentiel. Moi, je dis toujours un non, c'est un oui potentiel, right? Fait qu'il faut juste recraindre le narratif différemment. Puis souvent, c'est avec des nouveaux chiffres ou avec un nouveau positionnement. Mais grâce à ça, tu sais, à date, je dirais, je les nommerai pas, bien entendu, mais j'ai vu des deals, je viens de commencer, j'ai vu des deals où le founder était willing de prendre 10 à 20% moins de valeur au travail avec moi en lead versus un autre fonds.
C'est un beau signal. C'est un petit échantillon, c'est peut-être anecdotique, l'histoire ne le dit pas encore, mais c'est encourageant de dire, OK, les founders veulent travailler avec des founders, puis ça fait quand même du sens sur papier quand tu penses à ça. Là. Ben, ça lead dans ma prochaine question qui est comme, comment tu le génères, ton deal flow? Est-ce que c'était un peu un magnet à founder vu que t'en as été un ou genre? Je pense que faut que tu augmentes. Tu sais, il y a le concept que tu connais peut-être en anglais, le lock surface area. Là. Ouais. En gros, c'est t'augmentes ta surface de chance en étant. Puis il y a deux façons de le faire. Là. Soit, en fait, il y a plein de façons de le faire, mais je pense que la meilleure façon dans le contexte, mettons, VC, c'est ça te prend une couple de petites coalitions qui vont avoir des points de vue puis des perspectives différentes sur l'écosystème, puis avoir du deal flow complémentaire ou donner justement des signaux comme complémentaires qui t'excitent sur des startups. Exemple, dans le concret, ça vient d'un mix présentement, puis encore là, mon échantillon est, j'ai quand même eu à peu près 120 pitchs en un mois, là, depuis que j'ai annoncé c'est pas tout bon, là, mais ça prouve qu'il y a un gros besoin, un gros manque en capital. C'est cool. Ça prouve la thèse, là, qu'il y a un besoin, hein, du moins. C'est cool. Mais tu sais, si je regarde, mettons, les 5 premiers chèques potentiels, il y en a un que c'est mon ancien cofondateur qui est advisor de la compagnie, puis je la suivais depuis un bout. Là. J'avais de l'information privilégiée. Même j'ai un autre investisseur dans mon fonds qui est investisseur dans le startup. Fait qu'à un moment donné, t'as une couple de trusted signals. Ouais. Fait que réseau entrepreneurial, co-investisseur, ange investisseur, accélérateur. Mais tout ça, mon deuxième, il vient même des fois de l'inbound. L'inbound, ça a été un inbound, soit que moi j'avais même échappé un peu, que je tardais à répondre. Puis il faut que tu hustles, tu sais, comme founder. Puis là, il a hustlé un de mes LPs, mon LPs me l'a envoyé. Puis j'étais comme, il hustler quand même d'avoir écrit. Clairement. Fait que signal positif, tu sais, on parlait des touchpoints. Vraiment. Puis je risque de faire un chèque que je connaissais, lui, je le connaissais ni Dev ni Dada, un first time founder. Puis les first time founders, il faut étant donné qu'ils ont moins justement de surface de chance par design, il faut qu'ils la créent, fait que tu hustles un petit peu plus. Les repeat founders, c'est quasiment mafieux un peu, là, tu sais, faut être honnête, là, où je les connais quasiment toutes, ou ils connaissent quelqu'un que je connais, fait que je finis par toutes les voir. Ouais. Fait qu'il va y avoir une discipline aussi de notre côté de dire, on veut pas juste être un fonds à repeat founders, on veut un mix. Moi, j'étais un first-time founder, j'ai un bel outcome si personne m'avait donné une chance. 100%. C'est juste que c'est pas la même game. Je pense dans un first-time founder, nous, on veut l'idée, prendre un siège, une place sur le conseil d'administration, un board seat. Fait que dans le cas d'un first-time founder, je risque d'être un petit peu plus en cuisine avec lui, au besoin, mais ça te fait quand même triper, ça. Exact, j'adore ça. Puis, mais à une valeur plus basse, probablement, parce que je te donne pas juste de l'argent, je donne beaucoup de temps. Ouais. Un repeat founder, il va moins vouloir se guidoniser sa valo. Puis, s'il connaît son space, je vais le laisser cuisiner un petit peu, là, tu sais. Ouais. Fait que je vais être plus on demand, là, tu sais, sur demande que dans ses shorts. Mais ça va dépendre, c'est du cas par cas. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment ce journey-là il évolue. Les questions qui restent, je veux vraiment qu'on se les cranque en mitraille, right? Fait que je t'en lance une. Il dit arrête de répondre en long et en large. mais c'est un. Non, mais c'est pour ton temps aussi, bro. It's a feature, not a bug. or it's a bug. Non, mais regarde, on est déjà en overtime, puis okay. Moi, mon indicateur de performance, là, c'est est-ce que mon téléphone il buzz, là, dans le sens que est-ce que ma femme me court après pour que j'arrête? Mais présentement, je suis encore correct. Right. On va en prolongation, ça se passe. All right. Nice one. Sinon, moi, j'avais une joke qui est passée par la tête qui est, quand tu parlais de l'importance du gouvernement, j'étais là, le E est pour État, finalement. Peut-être. Je voulais le dire. T'en as une coupe. Si tu peux changer une chose à propos de l'écosystème en tech au Québec avec une baguette magique, c'est quoi que tu changes, Étienne Mérino, aujourd'hui de ton POV? C'est une bonne question. Je pense qu'on doit passer dans un mindset de recherche. OK. Donc, il y a quand même beaucoup de gros talents en IA, puis de talents point, là, issus des universités, qui se... pas dire qu'ils se complètent, mais qui par la nature des choses, ils ont du financement non dilutif, des grants, des subventions. Le gouvernement met beaucoup d'argent à gauche, à droite dans plein de choses. Qu'à un moment donné, ils font des projets, mais c'est pas nécessairement des projets d'affaires. Ou du moins, il n'y a pas tant de potentiel business à ce qu'ils font. 100%. Fait que je pense d'un point de vue général, il faut transformer nos idées en business.
notre recherche en réalité. Fait qu'il faut aller semer des genres de graines entrepreneuriales et capitalistes dans les labs, dans les maîtrises, les docs, je sais pas comment. Fait que c'est ça. Fait que il y a pas de réponse facile, de solution facile, là. C'est beau. Ça prend un plus grand maillage entre des têtes business puis des têtes plus scientifiques ou techniques. Fait qu'il faut trouver des façons de le faire. Encore là, de augmenter la surface de chance des contacts. Avant, il y a la maison Notman, il y avait une couple de trucs. Oui. Fait que d'avoir des points de rencontre, peut-être que ces co-founders-là potentiels peuvent se rencontrer. Ouais. Ensuite, je pense que il faut se reprogrammer, puis ça, c'est dans notre ADN, quasiment dans nos veines québécoises, dans certains. Ouais. Je pense que c'est de moins en moins vrai que la nouvelle génération, mais ça demeure un peu vrai. Je pense qu'il faut voir plus grand dès le jour 1. Ouais. C'est pas grave que si tu veux la sortir... En fait, il faut voir tout le temps la sortie du stade. Puis no shame in the game de faire juste un coup sûr, t'sais. C'est déjà super bon. T'sais, moi, j'ai fait un petit coup sûr avec ma compagnie, puis c'est bien correct. Mais il faut quand même que tu aies l'ambition de la sortie du stade. Faut que tu penses... c'est start local, mais think global. Là. Puis... fait un peu partie aussi de ma thèse de moi d'avoir fait un joint venture avec un fonds européen qui a des contacts en Europe, aux États-Unis. Les prochaines rondes, faut s'exporter plus rapidement. On va dire ça comme ça. Make sense. Puis peut-être que pour l'écosystème, ce que ça veut dire, c'est aussi, on a beaucoup de, tu sais, les shreds, par exemple, où il y a beaucoup d'aide à l'innovation financière. Donc, par exemple, un shred, pour les gens qui ne savent pas, tu sais, 50% de ton salaire de programmeur, par exemple, va être remboursé. Exact. Mais pourquoi pas faire des shreds à la commercialisation? Fait 50% de ton salaire de VP de vente ou SDR il est remboursé. Fait que c'est des genres d'idées que j'ai commencé à semer peut-être au niveau du gouvernement. C'est hot, ça. Mais à suivre, tu sais, la beauté, c'est qu'il m'implique dans certaines tables rondes. Tu sais, l'idée, c'est de lancer des idées puis regarder. Ça sera pas magique. Je pense qu'il y aura plein de petites réponses à une grande problématique. Il y aura pas une réponse, une solution magique, mais il faut essayer les choses. C'est vraiment intéressant, man. C'est comme innovation un peu étatique, mais genre, OK, ce capital-là, on peut-tu le déployer dans d'autres dimensions qui vont actually plus aider la growth, l'ambition? En tout cas, on est rien si on se commercialise pas, right? Le issue, c'est qu'on est cute présentement, là, tu sais. Là, il faut jouer la game à l'américaine, là. Faut flexer un peu, là. Eh ben, parlant de flexer puis de me faire rire, man, t'es un des deux qui me fait vraiment rire, man. À chaque fois qu'on se parle, tu sais, soit tu me sors une tournure de phrase ou une analogie puis qui me fait crissement rire. Fait que la question que j'avais, c'était, est-ce que l'humour a joué un rôle important dans ton rôle de leader, de founder, puis aujourd'hui de VC, genre? Ouais, ben, en fait, dans ma vie, point, tu sais. Ouais. Tu sais, l'humour en séduction, à tous les niveaux. Mais mettons, d'un point de vue plus business, tu sais, fonder une entreprise, c'est un travail de tous les instants. Puis à un moment donné, tu travailles jour et nuit, c'est ton bébé. C'est... Il n'y a pas vraiment de secret, là. À un moment donné, si tu fais 40 heures semaine, c'est plate à dire, mais les chances sont minces que ta startup va fonctionner. Uh-huh. J'ai rien contre ça. J'ai plein de respect. Mes parents, c'était des salariés, puis tu sais, c'était pas des entrepreneurs. Fait que je veux pas le dire avec un manque de respect, mais si tu veux faire 40 heures semaine, t'es peut-être pas un entrepreneur, tu sais. Uh-huh. Ça va. Un bon entrepreneur, il va devenir presque obsédé de sa business. En fait, c'est ta seule chance de réussite. C'est comme, tu te bats, statistiquement parlant, tu te bats contre les probabilités. Ouais. La seule façon de les défier, c'est de brute force. La seule façon de brute force, c'est pas en 20 heures semaine ou 40 heures semaine. Il y a pas de work-life balance, c'est une obsession. Fait que ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas de l'humour. Non, mais ça, exact. mais je t'amène dans mon espèce de... Là, t'es comme, non, il est pas drôle pantoute. Il est dark en tabarouette, il est décourageant. Fait que, ceci dit, 80 heures semaine, c'est une bonne recette pour faire un burn-out si t'as pas de fun. OK. Fait qu'au quotidien, tu sais, nous, on a créé une culture, honnêtement, qui... On pourrait dire chez Heyday qui est de workaholic, là. Il y a beaucoup de workaholic chez Heyday, là. Ouais. Puis à quelque part, ça vient d'en haut, là. On était opérationnel quasiment 24 heures sur 24, là. On avait pas vraiment le choix. On avait aussi des clients, des fois en Asie, tout ça. Fait que tu fais du customer support ou des pitchs, mais la seule façon que ça devienne plaisant de finir à 9h le soir, c'est qu'il y a un esprit de corps puis qu'on a du plaisir, là. Puis, ça a l'air weird, mais tu sais, de faire des folies, là. Tu sais, à un moment donné, puis d'impliquer les gens aussi dans l'entreprise, dans cette culture-là. Tu sais, à un moment donné, ça a l'air quasiment un peu cringe, mais il était, je pense, 10 heures le soir, puis one of those days qui arrivait souvent, là. Puis là, il restait juste moi puis ma lead RH, là, au bureau, puis on craquait justement rendu là des applications, tu sais, des job postings, là. Ouais.
Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Puis là, je me suis mis à chanter une chanson avec son nom, là, puis ça rimait, puis là, je la niaisais, puis là... Fait que, tu sais, après ça devient un insight où, là, la prochaine soirée que tu grindes, la chanson en revient. C'est des niaiseries, mais toutes ces niaiseries-là, puis le petit fou rire de fatigue, là, tu sais, que le petit fou rire niaiseux, ça fait que t'as plus le goût de grinder, t'as plus le goût d'être au bureau, t'as plus le goût de te donner corps et âme. En tant que founder, mais puis co-founder, on avait les jokes qu'on avait dans notre Slack là, de co-founder, c'était quelque chose là. Il y avait des gens habiles, les dad jokes, il en manquait pas là. Fait que c'est encore là, je commence à être fatigué de ton micro, je pense, je perds le fait. Mais l'humour au quotidien, c'est tellement difficile comme grind. Si t'as pas de plaisir, je pense que t'as aucune chance de réussir. Pour moi, c'est intimement relié à ma réussite. Puis c'est la seule façon de rester sain d'esprit when shit hits the fan. Puis des fois, t'as le goût d'être en position fétale. Là. Des fois, c'est rough. Là. Il y a beaucoup de fécales dans le ventilateur, des fois. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Là, tu veux sortir mon dark side. Je m'adoucis, je m'assagis avec le temps. Ouais. Mais mettons, pendant Heyday, sûrement qu'il y a des employés qui vont trouver rough un peu. Je suis quand même très exigeant et très impatient. Okay. Ça va jamais assez vite. Ouais. Mais je m'adoucis exponentiellement, mais j'ai quand même... Encore là, je pense que c'est un trait de façon générale qui est un bon trait de founder. Ton mode par défaut, ton plus gros avantage compétitif, c'est la rapidité d'exécution. Fait que ton mode par défaut, c'est de l'urgence d'agir. Ceci dit, des fois, quand il y a de l'autre conséquence à ta décision, là, faut ralentir pour aller plus vite. Ça devient, dans l'aventure de First Time Founder, tu fais une coupe d'erreurs de même, puis après ça, tu l'apprends, puis tu comprends qu'il faut t'opérer sur 2 niveaux. Ouais. Mais n'importe quelle décision que tu peux renverser plus tard, tu la prends en 2 secondes. Ouais. Puis tu l'as fait right fucking now. Fallait la prendre hier, la décision déjà. Là. Marc Degaillem m'avait dit ça sur le pod aussi, puis j'étais comme, amen, man. Ça fait mais ça. les deux horizons, parce que si tu fais juste ça, à un moment donné, tu t'envoies, mettons, dans ta négociation avec ton VC, je l'ai vu récemment, un founder, il a envoyé un red line d'avocat qui est comme, tu sais, j'ai désamorcé la situation, il est first time founder, puis il est comme un jeune poulain excité, là. Il aurait jamais dû forwarder cette affaire-là. Là. C'était comme un peu fuck you au VC. Il s'en rendait pas compte qu'il faisait ça, mais c'était comme une rétroaction un peu dangereuse et niaiseuse. Le gars est intelligent, mais ce que j'aime de lui, c'est parce qu'on veut investir. Il y a un default to action. Exactement. Il y a une urgence d'agir, mais il faut ralentir un peu, là, chum. Là. Ça, c'est important. Réversible. Ben, exact. C'est plus difficile à renverser. Tu penses-tu justement que la majorité des founders, ils n'ont pas les skills de writing, de storytelling, de marketing? Parce que là, t'en vois là, des founders. Ouais, les pitch decks sont vraiment bons. Là. Ouais. C'est sûr, là, tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que storytelling is king, là, ou en tout cas, queen. T'en vois-tu des fois? Parce que, tu sais, surtout early stage, right? Tu sais, moi, je dis souvent, un bon pitch, c'est numbers and narrative. C'est les chiffres et les narratifs. Ouais. Plus que t'es early stage, ça, c'est des ratios, c'est des demeures. Plus que t'es early stage, plus que c'est du narratif avec très peu de chiffres. Puis plus que t'es late stage, ben, quelqu'un qui est un mauvais pitcher, mais s'il a des métriques incroyables, il va quand même trouver du funding. Là. Quand même, tu parles même pas anglais, là, va dans la vallée, puis t'as un growth de 100% month over month, tu vas avoir tous les chèques que tu veux. Mais au début, c'est beaucoup du narratif. Fait que ça, je pense que c'est un skill set qui est qu'on apprend peut-être pas assez à l'école, tu sais, même l'art oratoire à une certaine époque c'était important, ça l'est pas tant dans les écoles québécoises, mais les millions ils suivent les histoires là, tu sais, c'est rarement parce qu'ils ont trouvé que ton code était beau. Comment? Surtout early, ouais. C'est le story qui est acheté, c'est pas la beauté de ton code là, surtout pas quand il est AI assisted là. Si t'avais à te définir sans pouvoir me parler de ta carrière, tu me dirais quoi? Ah boy, c'est vraiment la question de psychologue là, mais ça m'intéresse. Ben, j'ai pas une bonne réponse à ça, tu sais, je suis un workaholic là, je suis défini à 1000% par ce que je fais là. Ceci dit, il y a une cassure très importante depuis que je suis devenu père. J'espérais que tu réponds ouais, ça. non, mais exact. Dans le sens que j'aurais jamais... Non, mais j'aurais même pas... Moi,
j'aurais pas pensé, j'étais tellement workaholic que j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi intense comme transformation. C'est le jour et la nuit. Tu sais, je suis complètement un autre homme depuis que je suis père. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que n'importe quel problème que t'as à job, quand t'arrives chez vous, là, puis tu te mets à jouer avec ta fille, là, ça existe plus, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui arrive, c'est que tu relativises, tu réalises qu'il y a pas beaucoup de stress qui valent la peine d'être vécu, tu sais. À ce point-là. Ouais. Ça dial down, même pour un anxieux, ça dial down l'anxiété puis le stress. On a parlé d'intelligence artificielle. Comment tu penses que tes potes ou tes contacts dans l'industrie de la publicité le vivent d'un point de vue de créatif et de l'IA générative? Genre, j'ai plus tant de contacts avec cette industrie-là. J'en ai encore un peu, mais je vais te donner mon opinion personnelle parce que je demeure un gars de pub, pareil, là, à vie. Puis de toute façon, ça recoupe les opinions que j'entendais un petit peu. Comment je pourrais t'amener ça? Parce qu'il y a quand même... Fait que l'intelligence artificielle, par défaut, est entraînée avec la moyenne, right? Dans le sens que c'est une intelligence généraliste. Ouais. Fait qu'elle crunch des idées moyennes, le contenu moyen, le contenu médian. Right? Elle devient très bonne à générer du contenu. Tu sais, un blog post, là, très bonne à générer. Elle t'y donne 2-3. Un courriel, très bonne à générer. Je pense qu'on est très loin, et même je me demande même si on va s'y rendre, étant donné que la créativité, c'est censé être un outlier idea. Ouais. L'intelligence artificielle n'est pas entraînée pour générer des outlier use cases ou ideas. Mm-hmm. Fait que je pense que le spot de Super Bowl super créatif va toujours venir de la tête d'un créatif. OK? Intéressant. Ceci dit, l'espèce de petite pub de forfait Fido à 89 et 19,99 ou whatever, je sais pas le prix, c'est plus cher que ça, mais j'ai l'impression de parler des billets d'autobus à 58 cents quand j'avais 12 ans. Là. Mais à 69,99 par mois, un AI va faire le beau téléphone, va mettre le prix, puis va mettre la petite tagline cute, forfait fun à partir de... T'as pas tant besoin d'un créatif pour faire ça. Fait que je pense que ce que ça va créer ultimement en art et en créativité, puis c'est en train de se créer dans toutes les sphères du monde, là. Puis même au niveau de la richesse, on est beaucoup dans une rupture, là, un point de rupture dans l'histoire de l'humanité, puis de la technologie, puis de la créativité. C'est que j'appellerais ça va créer une genre de génération d'oligarques créatifs. Le top 1% va faire de l'argent comme de l'eau parce qu'ils sont tellement créatifs et en demande. Mais si t'es un copywriter moyen, un designer moyen, un comptable moyen, t'es dans marde. OK? Parce que cette moyenne-là va se faire wipe out. L'intelligence artificielle va être assez bonne pour te remplacer à moindre coût. Mais ça va prendre toujours, je pense, un cerveau humain pour amener la chose, la bonifier, l'amener plus loin. Donc, tout ce qui est créatif, relationnel, émotif, c'est le domaine de l'humain que je pense que la machine va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à répliquer. Du moins, je l'espère. Puis l'autre postulat, que je sais pas si j'ai raison, quand même que, mettons, même si on faisait le scénario ultime, OK, où l'AI automatise tout, puis elle devient bonne à trouver des créatifs, je pense qu'on va atteindre un niveau de fatigue où on va vouloir retourner à de l'imperfection humaine. 100%. Ou de l'art dans un musée imparfait, fait avec clairement un pinceau. La musique qui est une performance live scratchée par un DJ et non un robot humanoïde qui est scratché à Ibiza. Là. On va payer encore plus cher pour de l'artisanat ou la présence humaine. Donc, je pense que c'est à la fois le scénario apocalyptique pour le milieu de la pub, pour répondre à ta question, mais en même temps, plus que jamais, l'agence peut automatiser il faut qu'elle utilise l'AI, automatiser ce qu'elle peut automatiser, augmenter ses marges, parce que les marges sont lilliputiennes en pub, sont très petites, puis en se concentrer sur la valeur ajoutée de l'humain qui est la grosse créativité, l'insight humain. Tu sais, moi, je travaille souvent, je suis copywriter, je travaille chaque jour avec l'AI, ça m'accélère, là. J'ai écrit un mémo d'investissement de 30 pages en 4 heures, là. Mais, puis, tu sais, c'est un peu comme un ping-pong, là. Je fais un premier jet où, tu sais, je mets les idées, les soundbites, l'AI me fait un draft, je suis l'éditeur en chef ou le directeur de création. Je fais le ping-pong de 3-4. Fait que oui, pour s'accélérer, mais mes meilleures idées dans ma vie, même récemment, ils viennent pas de l'AI, là. Mais l'AI m'a peut-être accéléré à les trouver, par exemple. Parce que les déchets, je les ai éliminés avec l'AI. Justement, la médiane, on en a tout en nous. Tu sais, quand tu dis on ouvre le robinet puis les mauvaises idées sortent puis après ça, les bonnes idées arrivent. Ben, à la limite, l'AI te permet d'évacuer plus vite le robinet puis après ça, d'aller trouver le signal, tu sais.
As-tu un use case dans ton nouveau rôle comme VC chez Telegraph Ventures que tu utilises les AI puis t'aimes bien ça, genre? À part celui que tu viens de me dire? Ah, je l'utilise souvent, là. Tabarouette, tu sais, on serait niaiseux de pas l'utiliser. Ouais, Mais mettons, je vais donner un exemple. Mettons, juste ma convention, moi, là, de LPA, là. Mon convention d'actionnaire du fonds, le partenaire, tu sais, c'est 125 pages. Je la connais pas par cœur, là. Fait que des fois, je vais me la prompter. Des trucs de base de même. Ouais. Sinon, ça aide à faire une analyse compétitive en mode deep research, là. Ouais, c'est vrai. Ça aide à mapper plus vite le space, les exits potentiels, fait que les outcomes. Même si, mettons, j'arrive limite avant un call, parce que j'en reçois beaucoup des pitchs, hein, puis j'ai des meetings en heure, comme c'est incroyable. Mais j'en demande, là, arrêtez pas. Mais tu sais, c'est... Fait que des fois, t'as pas eu le temps tant que ça de lire le deck. Ben, je l'upload dans... Puis là, c'est comme, donne-moi les highlights, lowlights, les red flags, composés, tu sais. Pas toujours tout bon, mais ça t'aiguille un peu, puis après ça, juste la prise de notes, là, tu sais, des meetings, puis il y a tellement de use cases au quotidien. Je pense qu'on peut aujourd'hui opérer des business, mais aussi des fonds en mode AI native, puis avoir besoin de beaucoup moins de staff, là. Jus de coude, moins haut niveau d'expertise. C'est ça. Ce qui est triste, c'est que, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le stagiaire ultime qui travaille, qui mange 24/7, qui mange pas, que t'as pas besoin de payer, puis qui a pas besoin d'avoir un budget pour aller au spa puis au gym. C'est là que c'est rough. La nouvelle génération, les jobs d'entrée qui sont beaucoup sur le mentorat, puis faire justement de la job un peu de robot pour apprendre la game, pour après ça devenir stratégique et créatif et avoir une valeur ajoutée. Ce bout-là, il est en train de se faire un peu effacer, puis ça m'inquiète pour l'entonnoir de talent dans 10 à 20 ans. Ouais, je pense que les compagnies les plus visionnaires vont quand même carve out de la place pour avoir des stagiaires ou des juniors qui le font, ce job un peu plus plate au robot-là, pour cultiver le talent après, parce que même si toi puis moi, on s'accélère avec les airs parce qu'on sait à peu près ce qu'on fait, ben, à un moment donné, toi puis moi, man, on va vouloir avoir un autre rôle, on va s'en aller, on va prendre notre retraite. Ben, Chris, il faut que les bases soient maîtrisées aussi par la next génération. Ouais, puis après ça, tu sais, en contrepartie, j'ai vu des exemples de jeunes qui sont tellement allumés, qui l'utilisent de façon tellement comme, justement, natif, là, un peu comme nous, on était les digital natives, les autres, on était AI native, que c'est des machines de guerre, puis tu serais niaiseux de pas l'engager, là. Je veux dire, il va être meilleur que même la personne, ça fait 10-15 ans qu'il est là. Exact. Parce qu'ils ont des nouveaux, ils ont juste leapfrog comme des vieux réflexes que peut-être qu'on n'a pas besoin, tu sais. Fair. Hey man, on s'en va vers notre closing. Une des questions que j'aime bien, c'est, y a-tu un SAS? Ma femme m'appelle, fait que c'est sûr que là c'est en deuxième prolongation, ça risque de la dernière question. C'est la dernière question. Quel SAS tu utilises que t'aimes le plus, qui te fait le plus de bonheur ou de productivité? Ça peut être cheesy, ça peut être cliché, juste bonne question. Écoute, moi, je suis un corneille mal chaussé dans le sens que j'ai tellement de cognitive load dans ma vie que j'aime avoir le moins de tools possible. Je comprends. Puis ça se trouve, mon plus grand médium, c'était Google Slide là, pendant longtemps, là, parce que j'étais un gars de pitch deck. J'étais un gars de pitch. Fait que mettons que j'ai exclu Google Slide, qui est comme la pire réponse à ta question. J'aime les SaaS qui sont comme des toiles blanches, un peu où tu peux... Fait que tu sais, je pense que Notion, pour moi, est probablement l'ultime toile blanche. Où tu peux l'utiliser de 1000 façons. J'aime aussi le marketing de Notion. J'aime pas mal tout de Notion. C'est difficile, tu sais, c'est cliché, là. C'est difficile de pas aimer Notion. Ouais, c'est hot. Sinon, j'aime aussi des fois des outils que comme on dirait que t'as comme un effet 10x. Le time to value est instantané. Fait que tu sais, mettons Granola récemment, je trouve ça quand même assez wow. 100%. Puis je vais m'arrêter là, je pense, parce que sinon je vais commencer à t'en sortir une coupe. Puis faut bientôt que je wrap up. Yes, sir. Pour finir, est-ce que t'as des shameless plugs? N'importe quoi que tu veux promote, c'est le temps. Non, écoute, je veux dire, si vous cherchez du financement, vous avez une belle idée, une belle équipe, puis que vous êtes pas loin de la thèse là, qui est B2B SaaS avec une forte composante AI, puis un outil qui est au cœur de la business, là, qui est pas nécessairement un satellite ou un layer, un wrapper d'AI, mais quelque chose de vraiment qui a un retour sur investissement assez clair. Call me. On t'écrit sur LinkedIn. Pré-amorçage, dès le début, il n'y a pas de moment trop tôt pour m'écrire, quitte à bâtir la relation. Sur LinkedIn, je suis pas mal le plus actif. Sinon, vous pouvez essayer mon courriel si vous en souvenez. Là, Etienne@telegraphe, pas de E, _vc.com. Le .vc était, je pense, 4000$. Fait qu'en bon bootstrapper, je me suis trouvé un URL à $12 par année.
Fair enough. Puis l'URL, c'est ça? C'est Télégraphe? Télégraphe, vc.com. Parfait. Hey, mon vieux, ça a été un blast, man. Merci pour ton temps. Ouais, merci de m'avoir accueilli. Fuck yeah. Cheers. Nice. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!